pense être un grand rêveur, un grand passionné, mais je pense pas être un mégalo. Cette espèce de petit feu intérieur, une mort est faite pour renaître, je pense qu'on me l'enlèvera jamais. Quel est le travail mental que tu fais pour revenir à ça? Je me retrouve après 6 mois à être envoyée en Arabie Saoudite où je travaille sur un concours de beauté de chameau pour le cheikh. Quand tu as de l'ambition, faire des choses seul, tu n'y arrives pas très loin parce que je crois qu'on va plus loin ensemble que tout seul. Je me suis vraiment dit, ils sont pas prêts, ils vont voir. Bonjour à tous et bienvenue sur Big Manager. C'est toujours votre gars Fox, a.k.a. Your Manager's Manager. Le Big Manager mis en avant aujourd'hui sera Mike Tosh et qui sera accompagné de son associé Candice Wachel. À travers la conversation, on abordera les difficultés de l'entrepreneuriat, l'importance de l'échec dans l'entrepreneuriat, de se relever, la santé mentale. On parlera aussi du développement, ce que c'est de développer un label. On parlera d'Isha, on parlera d'un disque d'or en Belgique, Jali. On parlera aussi de leur nouveau projet. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes bigmanager.podcast. Merci à tous pour tous les commentaires, merci à tous pour les partages. Bigmanager.podcast, comme je le dis toujours, Big Manager, c'est pour vous, par vous, ensemble. 1, 2, 3. Bienvenue sur Big Manager. Mike, je suis extrêmement content de te voir. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ouais. Et déjà, comment tu vas? Franchement, très bien. Ouais. Pour moi, c'était important que tu sois là parce que tu fais partie des 5 premières personnes que je voulais avoir. Parce que tu es une des premières personnes qui m'a montré la possibilité de faire quelque chose dans la musique en Belgique. Ça me touche. Donc voilà, bienvenue. Et j'ai souvent tendance à demander, un big manager, pour toi, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça fait écho chez toi, cette expression? Ouf, putain. Parce que tu... Ah ouais, tu parce commences. que comme tu es multicasquette, ou présente-toi. Ouais, Non, mais la question, elle est hyper intéressante. Qu'est-ce que pour moi, un big manager, donc vraiment manager? Ouais, voilà. Oh, putain. Pour moi, en fait, on peut même englober ça avec ce que c'est parce que pour moi, être un manager, c'est être un entrepreneur. Ouais. C'est être une force énergétique, une force d'effort qui permet de transformer des projections en réalité. C'est ça notre métier. Ouais. Donc c'est un peu comme le métier d'entrepreneur. Et je pense sincèrement que ce qui fait les grands entrepreneurs, et donc les grands managers, c'est leur capacité à transformer les échecs, à transformer les épreuves en leçons et de réussir à, malgré les épreuves, malgré les difficultés, à garder cette flamme et cette vision du premier jour. Et à la nourrir, parce qu'il faut qu'elle évolue, évidemment, on apprend à travers les échecs. Ouais. Mais c'est de réussir à nourrir cette vision et à garder le feu. Je crois que c'est ça qui fait les grands managers. Ok. Je pense. Parce que je pense que quand t'es un manager qui a une carrière qui dure, tu vas être confronté à des épreuves, des échecs terribles, des trahisons, des déceptions, des trucs où toi-même tu vas te trahir, où tu vas toi-même être imparfait. Ouais. Et en fait, en fonction de la manière dont tu vas réussir à rebondir quand tu vas traverser ces moments difficiles, est-ce que tu vas réussir à en tirer? C'est ce qui va faire de toi un grand manager qui dure ou pas, je pense. Ok. Et parce que du coup, Mike Tosh, producteur, ingé son de base, rappeur à l'époque, j'ai même appris peut-être bientôt de retour, tout à fait. Éditeur. Ouais. Et à quel moment parce qu'on va dire skipper en fait toute la partie rappeur et tout ça, là, on va vraiment essayer de parler de ton parcours d'entrepreneur, la création du label Art Musique, l'ambition qu'il y avait derrière, et comment en fait tu mets tout ça en place. Bah écoute, je pense que c'est toujours un peu la même histoire, ça naît de frustration. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans une carrière d'entrepreneur, c'est de transformer la frustration en solution, en fait. Ouais. C'est ça notre métier. Et donc, en fait, ayant eu, comme tu dis, une carrière d'artiste, alors en plus, carrière d'artiste à l'époque du rap des années 90, donc... dans le dur. Sympa. Et en même temps, d'ingénieur du son, et de réalisateur de disques. Parce que donc, je réalise le premier projet de mon groupe, et puis ça m'amène des opportunités. Donc, je me retrouve à co-réaliser le premier album de Gandhi, mixer le premier album de Silla, mais ça, c'est après. Bon, bref, je me retrouve à collaborer avec des gens, Pablo Andrés, avec qui j'ai beaucoup travaillé en musique avant de travailler avec lui comme humoriste et de développer sa carrière d'humoriste. Et en fait, je me retrouve à vivre vraiment des moments magiques en studio et à me rendre compte qu'il se passe des trucs et donc à avoir zéro doute quant
quant à la qualité des artistes qu'on a ici. Ouais. Et je me retrouve frustré, en fait, si tu veux, des infrastructures qu'il y a qui sont quasi nulles. Ouais. C'est toujours un peu les mêmes, c'est toujours un peu la même méthodologie. Et en fait, moi, je suis dans ce truc de me dire, bah, en fait, c'est bien de dire que c'est nul, mais en tout cas que je trouve ça nul, mais donc, si je trouve ça nul, bah, il faut que je fasse mieux. Donc, ça part de là. Ça part de l'envie d'essayer de proposer des solutions pour que quand je suis en studio à kiffer, la matière puisse exister par un parcours qui me semble cohérent. Ok. Ça démarre là. Et donc, en fait, sincèrement, te dire après, j'ai la vision d'art-musique comme je l'ai développé sur les années à ce moment-là, bah non. Ce qui est intéressant, c'est que ça démarre toujours d'une impulsion, que tu déroules, et en fait, au fur et à mesure, la première impulsion amène des opportunités, qu'amène d'autres enjeux, qu'amène d'autres objectifs, et tu fais évoluer au fur et à mesure ton projet, quoi. Mais ça part de cette impulsion-là. Et du coup, ton élément déclencheur, ton impulsion la plus frustrante, c'était directement avec Djali? Non, parce que Djali, je le signe en contre-réaction à ça. Ah, ok. Et en fait, si tu veux, Djali, c'est intéressant. Donc, je le rencontre. Ouais. Et je me dis, putain, il a un truc, ce bouc, tu vois. Ouais. Et surtout, là où il y a une bascule, parce que je le rencontre en même temps Kinky, qui est un peu son frère d'armes, qui est un artiste que j'aime énormément et qui j'ai travaillé aussi. Artiste fabuleux, d'ailleurs, très créatif, très doué. Et je les rencontre en même temps et je suis captivé par leur énergie, leur voix. Ils ont d'abord une énergie, ces garçons-là. Tu les croises dans une fête, ils sont dans la cuisine, ça chante, tout le monde est autour d'eux. Tu te dis, il y a un petit aura autour d'eux, quand même, tu vois. Et surtout, moi, à l'époque, je réalise des disques et donc j'ai besoin souvent de voix en studio, de chœur, etc. Et donc, Djali, qui a quand même une voix particulière, je me dis, ah bah, lui, pour les chœurs, ça peut être cool. Je crois que Inky aussi m'intéressait, mais je crois qu'à ce moment-là, il était moins disponible. Bon, je sais plus. En tout cas, c'est Djali qui arrive en studio. Et donc, ça nous permet de nous revoir à ce moment-là. Et là, je me rends compte il m'explique qu'il fait des chansons. Et il me fait écouter ses premières chansons. Et là, je me dis, mais il y a un délire, il y a une plume. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une des forces qu'il a toujours eu. C'est un vrai auteur. Et ça, je le comprends tout de suite, tu vois. Et je fais écouter à mes réseaux professionnels, si tu veux, mes réseaux exécutifs. Mais donc, j'insiste, à l'époque, donc, toi, où c'est l'ère de la crise, c'est l'ère de la fin de la crise du disque. Donc, on est fin des années 2000, début des années 2010. On est vraiment dans le creux, ouf, tu vois. C'est compliqué. Et donc, chaque fois que je présente Djali aux gens, personne réagit. Et en fait, au bout d'un moment, je dis, mais si eux sont ouf et comprennent pas qu'il y a un truc à faire, ben, je vais le faire moi. Et donc là, je vais voir mon frère d'armes, Imani, avec qui on rappait, qui est mon cousin, qui est mon ami, qui est mon frère. Et on monte Art Musique ensemble. C'est le démarrage. On développe Djali ensemble, lui artistiquement, en étant avec lui en studio tout le temps, moi qui amène une vision artistique extérieure, et puis après, businessment, on développe ça ensemble aussi. Et ça commence comme ça. Donc Djali est déjà une contre-réaction. Et donc là, vous le produisez en interne? Exactement. Donc on est ses producteurs, ses éditeurs, dans un premier temps. Pendant un an, on fait du répertoire. Et en fait, naturellement, tu vois, je crée des mécanismes où je ne comprends pas ce que je fais à ce moment-là. Mais je comprends plus tard que j'ai vraiment un ADN d'éditeur. Encore aujourd'hui, je crois que c'est mon ADN principal. Moi, ce que j'aime le plus avec un artiste, c'est créer son répertoire artistique, plus que de développer son image, ses clips. J'aime ça, mais c'est moins un truc où tu vois, je vais être comme un ouf. La période post-album me passionne moins. Tu vois. Donc, le développement de la marque de l'artiste m'intéresse moins. Moi, ma grande passion dans le développement artistique, c'est vraiment de créer le répertoire, en tout cas en musique. Et donc, du coup, pendant un an, on crée son répertoire, on est ses producteurs, on est ses éditeurs, on produit 2 titres. Et au même moment, en fait, on fait des premières rencontres en maison de disques. Et ça crée les premières discussions avec des majors françaises qui s'intéressent au projet. Et ça nous permet, si tu veux, de réenvisager l'architecture. Et on se rend très, très tôt compte que de produire un album de variété française, bah, ça coûte cher. Tu vois, c'est des musiciens, c'est des studios particuliers. C'est pas comme un album de rap, quoi. Donc, ça coûte un peu plus d'oseille. Et on se rend compte que nous, en termes de trésorerie, ça va être plus compliqué. Donc, on se dit très tôt, si on fait un contrat d'artiste ou ici un artiste où il a vraiment une infrastructure autour de lui, qu'on garde la production exécutive, qu'on reste éditeur, qu'on reste manager, parce que l'idée du management arrive aussi plus tard. Moi au début, je ne m'imagine pas du tout devenir manager. C'est même pas une ambition, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Moi, c'est vraiment le studio, la musique. Et en fait, à force de rendez-vous, je me rends compte que j'ai des grandes facilités de compréhension juridique, que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je suis très à l'aise avec le juridique. Je comprends aussi qu'une de mes grandes qualités en dehors de l'artistique, et la raison pour laquelle j'ai développé dans l'artistique, c'est parce que c'est l'artistique qui m'animait. Mais je pense qu'une de mes grandes qualités, c'est de comprendre les systèmes. Je me mets dans un système qui me parle, qui m'intéresse. Je peux le décoder à une vitesse assez rapide et je peux projeter et créer dedans assez rapidement, tu vois. Et donc, j'ai ça avec le juridique. Le juridique m'intéresse énormément. D'ailleurs, j'ai repris pendant le Covid des études de droit, mais j'aimerais mener à terme. J'ai dû, à un moment donné, les réarrêter parce que l'environnement ne me permettait pas de continuer à le faire très bien, mais ça se passait très bien. Et j'aimerais bien les mener à terme, vraiment pour le kiff, parce que ça me passionne de la même manière qu'être en studio. Ça me fait... Je suis en vibration quand j'étudie du droit, quand je développe du droit, quoi. Et donc, je me rends compte que je comprends bien ça, que je comprends le business, que j'ai des facilités dans ces trucs-là. Et c'est Djali, en fait, qui me dit, mais
Et je cherchais un manager. Et il me dit, mais t'es un ouf, gros, manage-moi. Et je dis, mais moi, d'où je vais te manager? Je suis pas manager, moi. Il me dit, mais si, t'es manager. Et il me montre, il avait fait une photo quand je l'appelais d'un personnage dans le désert avec une mallette en cuir qui marche au téléphone dans le désert avec une mallette en cuir. Il me dit, ça, c'est toi, ça. Et effectivement, je passais mes journées avec une mallette en cuir au téléphone à essayer de négocier les trucs, pardon. Et donc, ça arrive là, quoi. Donc, en fait, de fil en aiguille, on réenvisage, si tu veux, le schéma. Et donc, à ce moment-là, on devient éditeur. Ouais. Moi, je deviens manager. Ouais. Et on est producteur exécutif, réalisateur de l'album. Et c'est comme ça qu'on démarre, si tu veux. Parce qu'être producteur tout de suite de Djali, on se dit, c'est trop ambitieux. Et donc, on recette ça à Barclay, qui deviennent ses producteurs. OK. Et juste pour un peu faire on va dire une clarification pour tout le monde, est-ce que tu peux, bon, moi je connais, mais faire la distinction de rôle entre le producteur exécutif, et après peut-être même, parce que comme tu dis que tu as réalisé pour Gandhi, c'est quoi un réalisateur pour qu'au final les gens arrivent à bien comprendre la différence? Ouais, et en plus ce qui est confusant, c'est que les termes anglo-saxons et français ne sont pas exactement les mêmes. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, en francophonie, généralement, le réalisateur de disque, ça va être l'équivalent du producteur aux États-Unis. C'est le mec qui va réaliser l'album. Donc en gros, on lui donne une mission artistique. On lui donne un artiste, parfois du répertoire, parfois même pas. Et il va accompagner l'artiste pour faire son album jusqu'au master, donc jusqu'à l'étape finale du disque. C'est ça un réalisateur de disque. Donc c'est très variable. En fonction de l'artiste, du type de projet, ton rôle va être différent. Mais en gros, c'est chapeauter la création artistique d'un album. La production exécutive, c'est gérer tout l'aspect prod et budget. Donc en général, le producteur exécutif, c'est celui à qui on va confier l'enveloppe budgétaire et qui va payer tous les postes, faire les agendas, les plannings, bloquer les studios, donc faire en fait toute la production donc exécutive, donc pragmatique du disque. Donc le producteur exécutif peut faire appel à un réalisateur. Exactement. Généralement, c'est dans cet ordre-là. Alors parfois, c'est l'artiste qui va décider, c'est parfois le producteur discographique, parce que donc, tu as encore un autre producteur qui est le producteur, on va dire phonographique, et le producteur phonographique, c'est lui qui a le contrat d'artiste avec l'artiste. Et donc le producteur phonographique peut engager un producteur exécutif qu'il va payer, qui va avoir des pourcentages sur l'album, parfois en contrepartie, pour gérer en fait le budget. Un réalisateur artistique pour gérer l'artistique, et puis il laisse le bébé se dérouler et venir au monde et revenir vers lui une fois que ces deux rôles sont confiés à ces individus-là. Et parfois, le producteur va être à la fois le réalisateur ou alors le directeur artistique, ou va faire quand même lui-même la prod exé. T'es pas obligé de déléguer ces postes. Mais quand tu les délègues, c'est le nom de ces postes. Tu vois. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, un producteur exécutif va plutôt être celui qui met la thune. Tu vois, le producteur va plutôt être le réalisateur aux États-Unis. Alors que le producteur, c'est le mec qui a le contrat en général. Donc c'est un peu ça les nuances. Et alors l'éditeur, lui, c'est celui qui va développer la carrière, si l'artiste l'est, parce que parfois des artistes sont juste interprètes. Et donc, quand c'est un artiste interprète, il ne crée pas de chansons. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de propriété intellectuelle, donc des gens vont lui faire des chansons. Mais dans le cas où il crée des chansons, donc il y a de la propriété intellectuelle, il y a un répertoire avec des droits d'auteur, et l'éditeur, c'est lui qui va aider à développer ce répertoire de l'artiste en question. Donc, il va l'aider à créer son propre répertoire, à collaborer avec d'autres gens pour créer le répertoire de son album, à éventuellement écrire pour les autres, à trouver un tourneur pour que le répertoire existe sur scène. En fait, le but, c'est de valoriser, si tu veux, un maximum la propriété intellectuelle pour générer une économie, parce que l'éditeur a une part de la propriété intellectuelle. Voilà les postes clés. Voilà, parce que ça, c'est important, que chacun puisse comprendre la définition et aussi savoir qui paye qui, comment on se rémunère, et puis chacun puisse défendre. Et ça peut être une machine très complexe, donc dans le sens où tu peux avoir un artiste qui a un manager, qui a un producteur exécutif, qui a un réalisateur de disques, qui a un éditeur, qui a un producteur, etc. Et parfois, tu as un artiste qui va bosser avec un gars qui fait tout. Qui est à la fois le manager, le producteur exécutif, l'éditeur, le machin. Alors quand ça se passe bien, ça peut être merveilleux parce que, comme tous les enjeux sont chez la même personne, quand le mec travaille bien, il va travailler à fond bien pour tous ses intérêts qu'il partage ensemble avec l'artiste. Quand ça se passe mal, ça se passe très mal. L'avantage, quand c'est réparti entre plusieurs individus, quand il y en a un qui fait pas le taf, les autres peuvent compenser. T'as moins ça quand t'as une seule personne qui porte tout. Et d'ailleurs, je dois le dire humblement, ça m'est arrivé que ce soit très prolifique de porter toutes ces casquettes parce que tu as des moments où tu es dans ton prime et tu déroules très bien et ça fonctionne. Et puis quand tu es défaillant dans tout. Donc en fait, tu fais subir l'artiste et toi-même, tu te retrouves porté par le poids de ton échec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, tu commences à développer... Donc, tu te focalises d'abord uniquement sur Djali. Et
ça prend combien de temps, on va dire, entre la rencontre avec lui et on va dire, les premières sorties, le deal, et puis après le succès Ça va assez vite, hein. Ouais. On a beaucoup de chance, tu vois. Et c'est... Tu sais, parfois, je dis ça à Djali, c'est de la chance et en même temps, il y a un challenge là-dedans. Ouais. C'est que quand tu démarres, tout est beau, Ouais. bah, ça devient ton standard. Et donc, du coup, parfois, ton standard est faussé. Ouais. Parce que tu te retrouves, en fait, à avoir une perception de la réalité qui est ta réalité. Donc, en fait, pour toi, c'est ça, le truc. Sauf que non. En fait, tu as eu de la chance, c'était beau. Et en fait, il y a des moments où c'est beaucoup plus compliqué. Et quand ça devient plus compliqué, bah, tu perds plus facilement pied. Et je crois que Djali, c'est un peu la chance qu'il a eue et la malchance qu'il a eue, entre guillemets. Alors, quand j'ai malchance, ça n'a pas eu de grandes conséquences négatives, je pense pas. Mais c'est vrai que parfois, il pouvait être un peu plus impacté par des choses qui pouvaient se passer. Mhm. Parce que lui, en fait, il signe chez nous. Et je crois que, sans exagérer, 1 an plus tard, il signe en major, quoi. Ça dure 1 an, même pas. Mais alors, déjà, aujourd'hui, c'est rare. Ouais. Mais à l'époque, frère, Ouais. ça n'existe pas. Ouais. Déjà, à l'époque, s'il dit en major, frérot, tu rappelles-toi, quoi. Tu vois, on parle, il signe en 2010 chez BMG, en 2011 chez Barclay. On est vraiment à une époque où il n'y a pas d'artistes en major, et encore moins des Belges. C'est très, 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 très rare. Je crois que les seuls autres artistes belges qui sont en major à ce moment-là, c'est Paul, qui a signé juste avant, et en plus avec d'autres formes de succès. Mhm. T'as beaucoup de gens qui sont chez Pias, mais t'as Puggy qui sont chez Mercury Ouais. et Universal Publishing, mais à part ça, il n'y a pas grand monde, en fait. Et puis t'as les Street Fab, t'as Bionix, mais qui eux sont, comme je disais tout à l'heure, avec des éditeurs plutôt, parce que c'est des auteurs-compositeurs. C'est très rare. Et donc, ça va hyper vite. Et donc, pour nous aussi, tu sais, nous, on démarre, on met une enveloppe pour démarrer un truc, et puis directement, on récupère l'investissement, machin. Donc, très vite, on monte un premier bureau, et puis très vite, on prend une cabine dans un studio, et puis très vite, il y a de l'économie qui évolue, parce que je suis quand même assez dalleux, et je garde quand même cette qualité qui est que je suis très, très passionné, très travailleur. Mhm. Et quand j'ai beaucoup d'énergie, parce qu'il y a des moments où ta santé ne te le permet pas, mais quand je suis en forme, je peux dérouler beaucoup de travail. Donc, très vite, on génère une économie, on augmente les opportunités, et puis on monte une infrastructure, puis on signe d'autres artistes, puis on fait des labels deals, puis ça va assez vite, en fait. Ok. Ouais. Et du coup, c'est ça qui a mis le coup d'accélérateur. Parce que le disque d'or, il tombe combien de temps après? Je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense, si je ne me trompe pas, que l'album sort en octobre. Je crois que l'album sort en octobre 2012 ou 11. Ouais. Ouais, normalement octobre 2012, je crois. Ouais. Ah, il y a Candice qui confirme octobre 2012. 12, Ouais. ouais. Parce que je sais qu'il sort une semaine avant l'orangerie, et sa première orangerie, c'est en octobre. Ok. Et je pense qu'on est disque d'or plus ou moins 1 an après. Ok. D'ailleurs, on fait une soirée art musique, en même temps on fait un statement, montrer voilà, on est là, on existe, on invite tous les acteurs un peu locaux, on célèbre le disque d'or en même temps, on présente nos nouveaux artistes, on essaie de faire un événement un peu sexy et tout, ce qui était un peu rare à l'époque. Et ça, je crois que cet event-là, je vais regarder Candice, mais je crois que c'est 1 an plus tard, ouais. Donc je crois que ça fait plus ou moins 1 an. Ok. Ça va. Et à ce moment-là, donc tu décides. Et à ce moment-là, est-ce que c'est uniquement, tu te focalises sur, entre guillemets, sa carrière d'artiste, ou tu essayes quand même, du coup, de développer son côté, on va dire, auteur? Parce qu'on sait qu'il Tout de suite, le côté auteur-compositeur. Ok. Tout de suite. Mais parce que je fais pas la séparation des choses. Mais par exemple, premier acte, quand je commence à travailler avec lui, je l'ai même pas encore signé, mais il rentre dans notre giron. À côté, moi, j'ai un autre frère qui s'appelle James Zino, qui est mon frère d'armes, mon frère. Ouais. Et je peux le voir une fois là, tu vois, je l'ai vu la semaine passée, je l'avais pas vu depuis 4 ans. C'est comme si je l'avais quitté il y a 1 heure. Ouais. Il y a des gens, tu vois, c'est le frère. Ouais. Tu vois. Et lui, à ce moment-là, tu sais, il est dans sa sortie du fils du commissaire, il commence à aller mieux, parce qu'il a eu des périodes difficiles. Et ce mec, de toute façon, voilà, Dino, on peut pas, il est doué, quoi. Ce mec, il est doué, tu vois. Voilà. Et en fait, avec son personnage et sa vision, il arrive toujours, parce qu'il est doué, à faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Il y a une vibration chez ce gars, tu vois. Quand il rentre dans une pièce, il y a une vibration. Là, tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque, il est en mode, je veux faire des trucs guitare-voix à la Renaud. Mais c'est vraiment lourd. Il me fait écouter des trucs, je vais chez lui. À ce moment-là, il vit dans un grenier chelou à Saint-Gilles, je crois. Et je dis, ouais, putain, ouais. Et il me dit, mais et il a toujours détesté écrire. Il me dit, je déteste écrire, ça me saoule. Je dis, putain, moi, j'ai un petit gars là, je vais vous connecter. Premier titre qu'ils font, Espagnola. Ah, ok. Premier titre qu'ils font. Et qui est le plus gros tube de Djali, qui nous a fait vraiment gagner de l'argent pour le coup. Ouais. Et à Dino aussi, du coup. Parce que Dino, c'est sa compo, sa top line. En fait, Djali crée la mélodie du refrain, qui est pas des mots. C'est nanana. Ça, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Ça, c'est Djali. Et les couplets, c'est Dino. La top line, en tout cas. Et la compo de base, c'est Dino. Et puis Djali nourrit ça, fait le texte, etc. Donc,
vraiment. Et donc, le présente à Dino pour Dino. Et Dino dit, gros, c'est lourd de ouf. C'est une douille, mais c'est pas pour moi, quoi. Ok. Prends-le pour toi. Ok. Et tu vois, nous, Mazel Tov, et puis voilà, let's go, tu vois. Et du coup, très tôt, il y a cette volonté-là. Ok. Ouais. Et donc là, maintenant, donc quand vous faites votre soirée de présentation, Oui. maintenant, il y a le flamboyant studio art musique. Qui arrive un peu plus tard. Ouais. Ouais. Et Flamboyant, carrément. Moi, j'en ai un tellement mauvais souvenir. Oui. Je vois ça comme une poubelle, moi, tu vois. non, mais c'est parce qu'il y a, les perspectives, ouais. il y a je pense, tu retiens, on va dire, la chute. Mais c'est triste. J'ai écouté un truc là-dessus hier dans un podcast qui Ouais. disait, et je trouvais ça passionnant, qu'on retient toujours la fin d'un truc. L'être humain, naturellement, retient la fin d'un truc, mais pas le début. Ouais. Et donc, en fait, quand ça se finit mal, tu retiens toujours le souvenir négatif, alors qu'il y a eu tellement de trucs beaux. Et c'est vrai que j'oublie l'époque où on ouvre le studio, c'était incroyable. Mais Oui, parce que moi, je suis resté sur la poubelle, quoi. moi, je me souviens, et c'est les personnes qui passaient là-bas. Ouais. J'ai pu rencontrer plein de personnes Ouais. à travers ce studio-là. Ouais. Et quel est le... Maintenant, on va essayer du coup d'essayer de prendre quelque chose de positif. Ouais. C'est hyper positif, oui. attention. Hein. Mais parce que... J'ai que de la tendresse et de l'amour pour tout ça. Mais forcément, Ouais. tu vois, il y a quand même des trucs qui me remuent, tu vois. Quel est on va dire, si tu dois prendre, on va dire, tes trois projets qui t'ont le plus touché, qui sont passés par ton studio? Assez évident, tu vois. Moi, un des projets les plus importants, évidemment, c'est les LVA avec Isha, Ouais. forcément. Ouais. Surtout le 1, Le 1, ouais. qui est un moment qui est hyper particulier à tous les niveaux, parce que Isha, là où il est à ce moment-là de sa vie, c'est très intense, dans le sens où être à ses côtés à ce moment-là, c'est passionnant, tu vois, parce que c'est un être complexe, c'est un être riche, c'est un maître... un maître. Oui. C'est un être ambivalent, Ouais. qui a une face sombre, très sombre, une face lumineuse d'une beauté unique. Ouais. Donc c'est un être d'une complexité unique. Et c'est pour ça que les gens aiment tellement Isha. Ouais. Et qu'ils sont touchés par sa musique, parce que Isha, il sait très difficilement faire semblant. Il sait faire semblant, dans une certaine mesure, mais tu le connais. Ouais, mieux que moi, très hein. bien, ouais. Allez, aussi bien que moi. Mais c'est quelqu'un de très authentique, très vrai, quoi. Et donc, du coup, il est bouleversant, quoi. Tu restes pas, tu sors pas indemne d'une expérience. Tu sais, j'étais avec lui tous les jours. Hein, on vivait presque ensemble pendant plusieurs années. On partait en vacances ensemble. Il m'accompagnait. Tu sais, c'était le moment où il y avait rien. Il m'accompagnait dans des festivals. Il m'accompagnait partout. Ouais. Et donc, on a partagé quelque chose de très intense. Moi, je crois que c'est le truc le plus fort que j'ai vécu, parce qu'en plus, j'avais ce lien avec lui depuis 10 ans, ce lien un peu fraternel. Et puis surtout, on a fait un truc important. Ouais, une des plus grandes trilogies. Je pense. Ouais. Et je pense pas parce qu'on l'a faite. Je pense que avec le recul, tu vas en sortir de ça. Sur le moment, tu comprends pas bien. Quoique moi, sur LV1, quand même, je comprenais. C'est devenu un peu plus compliqué. J'ai un peu moins compris ce qui se passait sur le 2 et 3 parce que tout s'est emballé. Ouais. Mais sur le 1, c'était un autre rythme, tu vois. C'était de l'artisanat. Donc, on a vécu un truc. Je le mettrais au-dessus. Et forcément, avec la carrière de Pablo Andrés aussi, tout ce qu'on a développé avec Pablo Andrés pendant de nombreuses années pour créer son identité artistique d'humoriste, ça a été une expérience folle. Ouais. Parce qu'on est vraiment parti de rien, tu vois. Moi, j'allais le voir quand je voulais signer en management, parce qu'à la base, j'ai d'abord signé en management. Et lui, c'est quelqu'un de très frileux, donc il a fallu du temps pour le convaincre. En plus, il connaissait mon profil de cassos, donc il s'est dit bon, le frère a l'air d'avoir considérablement rebondi et d'avoir créé un truc solide, mais moi, il m'a connu à l'époque Ultime Team dans les rues, Tébou à la main, bagarre dans ses cas. Il se disait ouais, tu vois. Et donc, il a fallu convaincre, tu vois. Mais par exemple, à l'époque, il vivait à Paris, parce qu'il était en couple avec quelqu'un qui vivait là-bas. Et il jouait une fois par semaine dans un club gay. Okay. Qui faisait, je te jure que c'est vrai, un club gay qui faisait stand-up. Je crois que c'était les jeudis soirs seulement, de 20h à 22h. Il faisait scène ouverte stand-up. Et tout le reste de la semaine, c'était un club gay. Okay. Et lui jouait là, une fois par semaine, devant 5 personnes, tu vois. Et j'allais voir toutes les semaines. Je prenais ma voiture, j'allais. Okay. Parce qu'il faisait un sketch, tu vois. Il n'avait pas encore un spectacle de 30-40 minutes. Et j'allais le voir. Et je te jure que je savais qu'il jouerait devant des milliers de personnes. Je le savais. Ok. Je regardais ce truc, je disais, mais lui... Et j'amenais voir mes potes et tout le monde me disait, nul. Mais vraiment, j'ai amené des frères à moi, vraiment, viens voir. J'ai amené des gens dans ce club gay qui regardaient et qui me disaient, gros, je comprends pas. Je sais pas où tu vois, je te fais confiance, hein, mais je sais pas où tu vas. Et même les premières dates qu'on produit à Bruxelles, moi, mon grand frère, par exemple, qui est quand même un de mes piliers, tu vois, il me dit, ça ne me fait même pas sourire, quoi. Ok. Et moi, je sais.
Je sais, tu vois. Ouais. Et donc, tout le développement qu'on doit faire, tout le temps que ça prend, convaincre, quand il était à Contact, ses premières chroniques, franchement, 3 jours, donc quand il passe à tous les jours, franchement, 3 jours sur 5, le mec, il doit se lever donc à 5 heures du mat, il doit être là-bas à 6 heures du matin, il est explosé, il va faire une petite sieste, il vient chez Art Music et il écrit toute la journée. Et moi, pendant ce temps, je travaille, donc je m'occupe des artistes, je suis en studio, machin. Et généralement, vers 19-20 heures, je monte au bureau, et alors, t'as quoi pour la chronique de demain? Et 3-4 fois sur 5, il a rien. Ok. Rien. Et donc, du coup, on se retrouve à coécrire jusque parfois 1 heure du matin, mais toutes les semaines, c'est comme ça. Et c'est terrible parce qu'il se couche du coup à 1 heure du matin, il se lève à 5 heures, il en peut plus, il est explosé, c'est dur. Mais c'est magique. Tu vois, moi, c'est les moments les plus magiques, tu vois. Et donc tu vois, et quand je dis coécrire, c'était lui donner confiance, lui dire, vas-y, parle là-dessus. Parce que, attention, hein, c'est un auteur de ouf, hein, Pablo. Mais bon, oui, on coécrivait à 2 au début, et c'était rebondir, et on se tapait des barres, et voilà, et ça démarre comme ça. En fait, la partie que je préfère, c'est l'artisanat, je crois. Et donc, ouais, Pablo, Isha, et Gianni, forcément. Ok. Tu vois, et en vrai, c'est les projets qui ont le mieux marché aussi. Ouais. Et quand tu... Parce que je sais que, par exemple, j'étais un peu là dans le processus de LVA 1. Ouais. La création a duré, je crois, 3-4 ans, c'est ça? Ouais. Il voulait ma peau. Ouais. À quel moment... Il voulait... Il devait franchement rêver la nuit de comment il allait me péter la gueule. Ouais, parce que je me dis, surtout quand tu as déjà un niveau, on va dire un certain statut, un certain niveau, parce que bon, depuis le départ, ça reste quand même un bon... un grand rappeur. Il a marqué Bruxelles avant ça. BX Vibe, son album. Comment est-ce que toi, en tant que... Parce que là, du coup, tu as la casquette réalisateur et producteur. Comment est-ce que tu... Entre guillemets, plus directeur artistique, producteur sur le premier, parce que c'est vraiment... À ce moment-là, moi, j'ai Jean Jass qui travaille au studio. J'ai Vince qui est chez nous, un artiste, Vince Anao. Vince Anao, ouais. Parce que je crois à sa plume d'auteur, et l'avenir m'aura donné raison quand personne n'y croyait de nouveau. Et c'est eux qui co-réalisent l'album. Donc, si tu veux, moi, et c'est Jazz qui mixe. Moi, je chapeaute la direction artistique et tout le développement du projet, mais c'est vraiment eux qui se mettent à la réal et aux arrangements, etc. Ce que moi, je ferai sur le deuxième avec NKF. Ok. Et comment est-ce que c'est quoi le déclic qui va te faire bon, ça va, maintenant, on y est? Parce que bon, il y a quand même... Je ne sais pas l'expliquer. Ok. Ça, en fait, j'accepte aujourd'hui que j'ai une obligation presque de... Et comment dire ça je dois presque être infaillible, en fait, dans mon énergie au quotidien avec les artistes avec qui je vais travailler demain. Parce que dès le moment, et ça m'est arrivé pendant un long moment, dès le moment où tu es plus sûr de toi, où tu ne maîtrises plus ton karaté, où tu es fragilisé, tu trahis tout le monde, en fait. Quand tu te mets à une position pareille où les gens font confiance à ton baromètre. Parce qu'en fait, c'est tellement abstrait. Tu vois, en fait... J'ai la chance d'avoir un bon instinct. Et je te dis, il y a des trucs que je comprends, je ne sais pas expliquer pourquoi. Je comprends tout à fait, ouais. Mais je comprends. Tu vois, et donc je peux arriver quelque part et comprendre, putain, là, il y a cette opportunité-là, faut qu'on y aille. Je ne serai pas forcément à la traduire. Et d'ailleurs, j'y travaille beaucoup aujourd'hui parce que je ne veux plus faire les mêmes erreurs. Et en fait, parfois, quand tu es trop dans ta tête, les gens, ils comprennent. Moi, on m'a beaucoup reproché ça, on m'a beaucoup dit, mais Mike, si tu ne nous expliques pas les trucs, comment tu veux qu'on comprenne ce que tu traverses ou les enjeux ou tes doutes ou machin, tu vois? Parce que j'essaie toujours d'être dans une posture où je suis sûr de moi. Et j'essayais, puis pardon. Ouais. Et parce que je suis dans ce truc où je suis assez déterminé et assez sûr de moi. Et donc, dès le moment où tu es dans une période de ta vie où tu es plus fiable, même avec toi-même, en fait, bah, tu trahis tout le monde, en fait. Donc, en fait, il faut apprendre à mieux traduire... J'apprends à mieux traduire les choses, à essayer d'être plus pragmatique, à mieux communiquer, tu vois. Mais c'est vrai qu'à la base, je ne saurais pas l'expliquer. C'est très instinctif. Et là, parce que plusieurs fois, tu parles de... comment on appelle ça, d'erreurs et tout ça. J'en ai fait énormément. Quels sont pour toi, avec le recul, à quelle période déjà à ce moment-là, avec le recul, à quel moment tu te dis c'est le basculement où tu commences à virer dans enfin, on va dire du mauvais côté entre guillemets, ou du mauvais côté. Est-ce que c'est quoi une espèce de manque d'éducation financière, un côté mégalo, ou genre c'est... Non, je pense pas être un mégalo. Je pense être un grand rêveur, un grand passionné, mais je pense pas être un mégalo. Donc ça veut dire que généralement, quand je vais faire des projections, je pense pas qu'elles sont incohérentes, tu vois. Par contre, c'est vrai que je me charge parfois un peu trop la charrette. Encore maintenant, j'apprends, et c'est pour ça que je suis heureux de l'équipe qu'on a construite aujourd'hui dans ce nouveau chapitre dont on parlera sans doute après. C'est une équipe, déjà rien que Candice,
m'amène rien que dans son regard et son énergie. Elle n'a pas besoin de me dire grand-chose pour que je sente dans ce qu'elle me renvoie que c'est pas bon. Ouais. Tu vois, et elle me connaît par cœur. Ok. Et donc, j'ai cette tendance parfois, quand je suis emballé par quelque chose, de vouloir en faire trop. Donc, c'est là que j'apprends, si tu veux, aujourd'hui, à y aller par étapes, à être plus séquentiel, si tu veux. Ok. J'ai dû apprendre à être séquentiel, à me dire, voilà, tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Moi, à la base, c'est, putain, je fais ça, puis j'en fais 3, et puis chaque barre, tu vois, l'arborescence, quoi, absolue. Ouais. Et ça, c'est très problématique. Mais non, là où il y a une bascule qui commence, en fait, c'est ça le paradoxe du truc, c'est qu'il n'y a pas de moment où il y a la bascule négative qui commence. En fait, la bascule négative, elle est là dès le début. Ok. C'est-à-dire que ce que je réfléchis mal dès le début, je veux trop faire tout seul parce que j'ai pas assez confiance et parce que j'ai une énergie tellement particulière que c'est dur de composer avec mon énergie et du coup, je peux vite avoir l'impression qu'on me réfrène ou me sentir frustré, donc j'ai tendance à me dire bah vas-y, je le fais seul tout. Et je pense que quand tu as de l'ambition, faire des choses seul, tu y arrives pas très loin parce que je crois qu'on va plus loin ensemble que tout seul. Et surtout, ben, quand tu vas pas bien, si tu as un pépin de santé, si tu as un pépin de morale, s'il y a un truc qui va pas, que tu as besoin à un moment donné de te barrer 3 semaines, ben, si tu es seul, tu peux pas vraiment te le permettre, hein, parce qu'en fait, c'est des trucs où tu dois tout le temps être actif et tout le temps être là. Et puis oui, je pense être, et je l'accepte aujourd'hui, et je crois que ça se travaille et ça va être du boulot, et j'espère pouvoir profiter de mes nouvelles expériences aujourd'hui pour m'éduquer avec ça. C'est ce que j'essaie de faire là au quotidien. Mais j'ai aucune sensibilité financière, moi. Je suis une catastrophe. Pourquoi ? Parce que je suis un passionné. La passion n'est pas compatible avec la vision financière. Je pense pas qu'il y a des banquiers passionnés. Ouais. Tu vois ici, sans doute par les tableurs Excel et par le pragmatisme. Mais tu vois, chez nous, c'est compliqué. Ouais. Si tu as un banquier qui me dit « J'adore votre projet !» Je suis pas sûr. Tu vois, il risque d'accorder quelques crédits de trop. Ouais. Tu vois, et c'est mon problème. C'est que, tu vois, moi, pour parler français, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai un projet qui fonctionne, qui génère une économie. Ouais. J'ai un autre projet qui fonctionne pas, auquel je crois de ouf. L'économie que génère le projet qui fonctionne, je vais l'utiliser pour développer le projet qui fonctionne pas en me disant, de toute façon, ça va fonctionner. Ouais. Et de toute façon, quand j'aurai récupéré les sous de là, c'est quand j'aurai de nouveau besoin des sous là, tout ira bien. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si tout va pas bien ? Bah, en fait, tu trahis tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, tu mets de l'argent là, et puis en fait, mais après, c'est pas volé, hein, mais tu vois, tu utilises l'argent là, après, t'as plus d'argent là, et les autres sont là, mais oui, mais quoi, mais on a quand même généré des sous. Et en fait, tu rentres dans un truc où en fait, t'es un mauvais gestionnaire, quoi. Ouais. Et comme moi, je suis passionnel, il me faut quelqu'un pour me cadrer. Okay. Il me faut quelqu'un avec qui je suis partenaire, parce que je ne supporterai pas d'être le subalterne de quelqu'un, jamais. Ouais. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin d'être indépendant. Mais m'entourer de gens qui me font vibrer dans leur indépendance, c'est le cas aujourd'hui. Je suis entouré de 2 personnes merveilleuses, vous allez voir la deuxième après, qui sont des pirates pour moi aussi. Tu vois, je les vois comme des pirates aussi, et des gens qui mènent leur bateau de manière courageuse et indépendante. C'est avec des gens comme ça que je veux m'entourer, et qui soient capables d'être complémentaires avec moi et de me dire, bon, donc c'est génial, Mike, vibre à fond. Ouais. De toute façon, on te dira non, là, on doit te dire non. Okay. Et moi, je dois accepter qu'il y a des trucs où on va me dire non. Tu vois. Parce que du coup, pour bien comprendre et faire comprendre aux gens, c'est quand, par exemple, tu as un label et plusieurs artistes, quand, par exemple, tu as l'artiste A qui génère pas mal d'argent, on a souvent tendance de dire, bon, allez, vas-y, je prends cet argent pour aider l'artiste B. Bah oui. Mais quand l'artiste A te dit, mais en fait, mais ça, du coup, toi, en tant que on va dire, label manager, tu ne le communiques pas forcément à mais non, parce que t'as pas. Oui, c'est toi qui gères, ouais. Non, mais en fait, la méthode, elle est utilisée par tout le monde, elle est normale, mais elle a ses limites. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu dois prévoir une bonne trésorerie. En fait, tu dois gérer ta trésorerie comme un bon père de famille, avec des projections, avec une réflexion. Moi, je m'en bats les couilles. Ouais, ça m'intéresse pas. Non, mais, on vivait bien. De base. Tu vois, voilà. Tu vois, et donc, tu vois ce que j'ai dépensé. Je dis souvent, tu sais, avec ce que j'ai dépensé dans la musique, même en kiffance, tu vois, les studios, les machins, la qualité de l'environnement, j'aurais pu m'acheter 2 appartes. Ouais. J'ai aucun regret. Tu vois, parce que j'ai appris. Et si je l'avais pas fait, j'aurais pas tiré les leçons pour le faire différemment aujourd'hui et de réussir à le faire avec du bon sens et sans doute, peut-être, je nous le souhaite, et je suis certain que ce sera le cas, une forme de succès. Mais il fallait que je vive ça, tu vois. Okay. Et par contre, aussi, ce que j'ai appris, et ça, c'est... Tu vois, c'est un peu galvaudé, hein, mais c'est la réalité. Tu vois, ce truc que tu entends dans toutes les chansons, putain, ils m'ont trahi, merde. J'écoutais ça, tu vois. Bustafix, pourquoi le ciel est bleu? Tu vois, la jalousie, l'hypocrisie. Putain, j'ai repensé à ces chansons après parce qu'effectivement, alors attention, j'ai été défaillant et je me prétends pas avoir été victime de quoi que ce soit à aucun moment. Ouais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vis ce truc, tu vois, le moment où t'en fais trop pour créer des environnements où les gens sont comme des pachas, le jour où il y a plus de quoi mettre du pachaïsme, tout le monde est en mode, hey,
wesh, le pachaïsme, il est où, frère? Il est où le vin? Il est où là? C'est comment? Elles sont où les boissons à volonté, les traiteurs, les machines? C'est comment, tu vois? Et en fait, quand tu crées ce standard-là, comme un dû, tu l'enlèves, les gens, ils t'en veulent en plus. En fait, et dès le moment où tu deviens défaillant, que tu n'es plus capable, les gens te tournent le dos. Je l'ai accepté. Ça m'a fait mal dans une certaine mesure, mais j'ai la chance d'être un grand pragmatique, même si je suis émotionnel. Donc, je ne l'ai pas pris personnellement. Je me suis dit, c'est le game. Et en fait, si demain tu reviens, tout le monde reviendra. Est-ce que c'est ce que je fais aujourd'hui? Absolument pas. Ça m'intéresse plus, c'est plus l'enjeu. Mais c'est comme ça, tu vois. Okay. Donc, encore une fois, j'ai eu besoin de faire ça pour l'apprendre. Mais voilà, j'étais un mauvais gestionnaire. Et juste pour conclure ce truc intéressant. Notre principal nouvel associé m'a dit il n'y a pas longtemps non, on va pas mettre ce truc-là dans cet environnement-là, il est trop bon, on va plutôt le faire là, en mode chien de la casse, il ne faut pas donner un standard trop élevé tout de suite. Ouais. Et il m'a dit ça, j'ai dit putain, j'ai le bon associé, quoi. Ouais. En fait, tu vois, et je te jure, c'est le genre de boule, je ne l'ai pas encore assimilé parce que c'est seulement, moi j'ai vraiment fait un cut de 3-4 ans, c'est seulement maintenant depuis 6 mois, 1 an, que j'y retourne et je redécouvre. En fait, je découvre maintenant mes sensations après avoir vécu tout ça, après avoir fait le deuil de tout ça, après m'être reconstruit, après avoir réappris, après m'être réentouré. Et donc, il y a des trucs qui viennent pas tout de suite. Où, heureusement, comme je suis entouré de gens fabuleux, il y a des mécanismes où je fais ah ouais putain exactement quoi, c'est ça en fait. Et comment tu rebondis aussi parce que la santé mentale, comme tu es #discipline tous les jours au sport, je pense que ça joue aussi beaucoup sur le moral. C'est décisif. Comment est-ce que tu peux... comment est-ce que tu vis le fait de revenir... Parce que tu as quitté à un moment Totalement. Bruxelles. Pour moi, c'était fini. Oui, voilà. Parce qu'à un moment, on a juste appris... Ah, fini. Mike a quitté la Belgique. Non. Exagération. Il est plus là. Je suis là, ma fille est ici. Donc... Oui, mais bon, tu vois, je veux dire, on va dire... je n'ai plus dans l'écosystème. J'ai besoin de sortir de la machine à laver. Et comment est-ce que maintenant, après, toi, parce que c'est jamais très facile de revenir ici... avec parce qu'au final, comme on en parlait tout à l'heure, on se souvient toujours de la fin. La fin n'était pas non plus ouf. Et donc, quand tu reviens ici, tu te dis, bon, voilà, moi, maintenant, je suis, on va dire, une nouvelle personne, je me sens, tu vois, voilà, je me sens mieux. Et tu n'avais pas d'appréhension de se dire, bon, vas-y, maintenant, je reviens ici, je me remonte, je recommence à travailler. Parce que, tu vois, les gens doivent aussi apprendre que dans l'entrepreneuriat, on apprend beaucoup de son échec, en fait. C'est, je veux dire, c'est la clé, comme je disais au début. Ouais, le modèle, comme on en parlait tout à l'heure, le modèle européen n'est pas forcément... c'est mal vu. Mais c'est mal vu, l'échec. Alors que dans les pays anglo-saxons, on va te mettre un pouce dans le dos en disant, allez, relève-toi. Le prochain, tu vas y arriver, ça va être beau, bravo, bel essai. Ouais. Et donc, c'est ce genre de... quel est le travail mental que tu fais pour revenir à ça? Écoute, la chance que j'ai déjà, la première chance que j'ai, c'est que je suis une sacrée tête de con, tu vois. Tu vois. Et donc, mais vraiment, c'est-à-dire que, tu vois, et je te jure, je vais te dire un truc c'est un peu ridicule, donc c'est sincèrement parce que je suis avec toi, tu me mets à l'aise, je peux le dire, tu vois. Je me suis vraiment dit, ils sont pas prêts, ils vont voir. Comment je vais revenir? Et je me disais ça, 20 kilos de trop, tu vois, genre dépression. Quand ils vont voir comment je vais revenir, rien autour, tu vois. Mais je te jure, c'est ridicule. Mais je pense que cette graine, cette petite arrogance-là, cette espèce de petit feu intérieur de une mort est faite pour renaître, je pense qu'on me l'enlèvera jamais. Faudra vraiment me tuer, quoi. Et donc, du coup, et je crois que c'est ce que je préfère. Et si tu regardes art musique, c'est la même chose. Je sors d'Ultime Team, moi, quand je monte art musique. Ça se finit pas forcément très bien, on se parle plus, il y a des problématiques, je fais le deuil du truc, et je rebondis derrière, et en fait, j'ai pas fait ça en mode, voilà, Ultime Team, maintenant je vais faire ça. Non, mais je crois que le fait d'avoir fait un deuil, en fait, j'ai besoin de deuil pour bien renaître. Et donc, du coup, ça fait partie de mon... Alors, je vais dire un truc à la con, mais je suis Scorpion. Et je crois beaucoup, moi, au tempérament par rapport aux signes, etc. Et ça fait partie de l'ADN du Scorpion. On est très résilient et on a besoin de renaissance. On est des signes, on est des êtres qui renaissent. Et je crois que ça fait fondamentalement partie de mon tempérament. Donc, je savais déjà au fond de moi que ça allait être mon challenge. Je savais que je ne pourrais pas passer à autre chose. Et en même temps, j'avais la chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est toujours là, d'ailleurs, peu importe la façon, mais donc, qui était affectivement à mes côtés à ce moment-là. Qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup changé en tant qu'humain, beaucoup changé en tant qu'homme. Et donc, moi, je m'étais dit, c'est fini.
J'étais en mode, la musique, c'est mort, je pars dans le sud, je vais vendre du poisson. Mais je te jure, j'ai failli travailler dans une agence immobilière à un moment donné. Ouais. J'étais en mode, je vais être livreur, peu importe, je repars à zéro. Et par contre, j'avais besoin de retourner au charbon. J'avais besoin de retourner dans le taf, normal, de me réveiller tôt le matin, de souffrir. J'avais besoin de ça. Je crois en ça, moi. Hein. Je crois en la discipline et en la douleur. Surtout dans des moments où tu t'es trop pavané, tu vois. Donc, je pars là-bas, et elle me dit, mais elle tout le long, hein, mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu vas arrêter la musique où? Je dis, non, c'est mort. Et elle me dit, ouais. Et je te jure, je dis, mais c'est mort. Alors, ouais, putain, c'est cool. J'ai trouvé un truc de livreur bien payé. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle a fait que me dire ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, elle, si tu veux, a eu plus d'amour-propre pour moi que moi, j'en avais pour moi-même. Et donc, elle m'obligeait à avoir de l'amour-propre. Et je la remercie infiniment pour ça. Et elle m'a dit tout le long, mais en fait, gros, c'est pas parce que tu t'es pris un mur, tu t'es ramassé, que t'as pas ton potentiel de base, en fait. Donc, relève-toi, arrête de faire n'importe quoi. Elle a été très dure avec moi. Elle m'a beaucoup changé. Et voilà. Et par contre, et ça, c'est très important, je le dis ici, c'est très, très important. Je prends de la distance, j'en avais besoin. Sans ça, je ne serais pas arrivé. J'avais besoin de sortir de la machine à laver. De toute façon, c'est ça l'image. Tu es dans une machine à laver, tu comprends plus rien. Tu dois sortir, reprendre un petit peu... Que le tournis arrête un peu. Le tournis s'arrête. Puis tu comprends, tu fais le bilan. Tu dois souffrir un peu, être un peu triste, faire un peu le deuil, t'en vouloir, en vouloir aux autres, détester un peu le monde. Puis tu retournes au charbon, dans le dur, à faire un boulot que tu détestes. Alors, je vais un peu loin quand je dis que je déteste, mais en tout cas, je suis pas dans ma zone d'épanouissement. Donc, je retourne à la post-prod, mon métier de base, ingé son, tout ça. Je regarde ma vie, je me reprends une baraque, je me remets un peu bien, je me recrée une routine. Dans cette routine, j'ai le temps de m'ennuyer, de renourrir un désir, de me rendre compte que peser 100 kilos... ça va pas, que de boire comme un trou, j'étais pas alcoolo, mais pas loin, ça va pas, que je fume, que ma petite fille, elle voit ça la saoule, voilà. Et je fume de la clope, hein, tu vois, mais voilà, je fume trop, machin. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui m'amène le déclic, c'est que je refais de la musique pour moi. Donc en fait, je me remets parce qu'en fait, au bout d'un moment, je souffre de ne pas être en studio. Et donc, je fais de la musique pour moi, pour la personne avec qui je suis, qui fait de la musique aussi, que tu connais d'ailleurs. Et ça me reconnecte à des choses. Et en fait, ça me donne envie de me remettre en bonne condition physique. Et en fait, c'est le sport et l'hygiène de vie qui change ma vie. Et c'est ça qui redémarre tout. Et donc, je recommande à toute personne qui va mal, ce que beaucoup ont déjà recommandé, il y a un très bel interview de Jérémy Ferrari qui explique ça très bien. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, faites du sport, mangez bien, prenez soin de vous, respirez, rigolez, vibrez. Et sincèrement... c'est des phrases de con, hein, vraiment, tu vois, j'ai envie de voir les trucs développement personnel, ma chérie était à fond là-dedans, moi ça me rendait ouf, et aujourd'hui je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Moi c'est sans doute parce que j'aime me mentaliser moi-même, j'ai besoin de garder ça dans ma zone intérieure, mais ils ont raison, et en fait, je crois vraiment que ton karma et ton destin changent dès le moment où tu fais ça, parce que, en fait, tu sais, moi j'ai vécu des moments où j'avais de nouveau envie de faire plein de choses, donc, et malheureusement j'ai fait des collabs qui ont été dans le mur, parce que j'ai en fait toujours pas de moment où tu sors du truc, où tu te reconstruis, où tu te remets en question. Notamment, j'ai bossé avec un frère, un ami, vraiment un mec extraordinaire qui est tunisiano, avec qui on a voulu développer deux projets, où ça n'a pas du tout été, parce que j'y croyais, je voulais à fond, mais ma vie était dissolue, ça n'allait plus, il fallait repartir sur une page blanche, tu vois. Je suis très triste qu'on n'ait pas été au bout avec lui, parce que c'est un mec exceptionnel et qu'on a vraiment essayé. Ouais, je m'en souviens. Tu vois, et bref, il y a eu d'autres épisodes comme ça. Et en fait, il y a un moment... tu dois accepter tout lâcher et te reconstruire. Et toi, à ce moment-là, je suis convaincu de choses, tu vas devant les gens, tu veux les convaincre, mais toi-même à l'intérieur, tu es plus centré, donc personne ne croit en ton truc. Tu auras beau aller essayer de convaincre qui que ce soit, tu n'es même pas convaincu de toi-même de ce que tu racontes. Donc en fait, le premier truc que tu es obligé de faire, c'est te recentrer. Et quand je dis te recentrer, ça prend des mois, hein, te remettre vraiment au centre de ta vibration et de ton corps, en fait. Et à ce moment-là, tout revient naturellement. Et en fait, vraiment, je te jure, depuis, c'est même parfois un peu flippant, tout est facile en fait. Mais ouais, je me réveille tous les matins, je cours presque tous les jours, sinon je vais à la muscu tous les jours, je fais de la boxe, je fais attention à ce que je mange, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, je respire, je vais marcher, je nage. Non mais c'est des trucs de con, hein. Mais je te jure qu'après quand je travaille, tout est fluide, et quand je vais quelque part et que je suis convaincu d'un truc et que je vais vendre mes tapis, comme les gens ils aiment dire, je sais plus qui disait que je pourrais vendre un chat mort dans un sac, et ben non. Parce que je dois croire en ce que je vends, sinon je ne sais pas vendre. Je dois être centré, être certain que je vais y arriver. Et à ce moment-là, tout le monde te suit, en fait, quand on sent que tu es centré.
Et donc c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Ok. Et donc là, c'est à ce moment, quand tu recommences un peu donc le sport et puis tu recommences à travailler. Ouais. Là, du coup, c'est en faisant la musique avec elle et pour toi que tu te dis, ah, vas-y, il y a... Ouais, ça recommence à gratter. Ouais, non, en refaisant de la musique, j'ai fini un album, hein. Ok. Terminé, quoi. Ok. J'ai commencé le 2e. Ah. Je te jure que c'est vrai. Ok. Et ouais, ça m'a sauvé la vie, quoi. Ok. En fait, ça m'a amené dans des zones d'émotion intérieures que j'avais pas touchées depuis longtemps. Moi, je suis un artiste, en fait. Ah. Et même dans ma manière d'être producteur, j'étais un artiste. Et c'est ça qui n'allait pas, c'est que parfois, je me retrouvais à vouloir vivre le projet artistique presque à travers mes artistes, à la place de mes artistes, ce qui était insensé, en fait, tu vois. Et en fait, j'ai eu besoin, et je crois que toute ma vie, je vais continuer à faire de la musique, peu importe où ça ira, parce que j'ai besoin de ça pour sentir des émotions qui me centrent. Ouais. Et ouais, c'est ça qui m'a redonné le goût du truc. Okay. Et puis après aussi, parce que j'ai des grosses fragilités émotionnelles de par mon parcours, etc., de par ma façon de fonctionner aussi. J'ai un fonctionnement qui est le mien, qui est particulier. Donc j'ai besoin de sentir de l'amour dans le regard des autres. J'ai ce truc-là. Probablement parce que j'en ai manqué, en tout cas de la façon dont j'attendais de le recevoir. Et parce que j'ai un profil qui a besoin de ça, tu vois. Et donc du coup... dès le moment où j'ai revu peut-être dans le regard des gens, putain, c'est cool ce que tu fais, machin. Alors que c'était ma musique en plus, tu vois. Et de l'intérêt, ça m'a redonné aussi peut-être une flamme, je sais pas. En tout cas, la flamme a recommencé à vibrer. Elle s'était éteinte, elle s'est rallumée différemment et ailleurs. Ok. Ouais. Ok. Très beau passage. C'est important. La santé mentale. C'est la clé. Ouais. Et même dans ce qu'on développe maintenant, c'est la clé. Moi aujourd'hui, je m'en veux beaucoup. D'avoir à l'époque d'art musique, qu'il y avait toujours du vin dans le frigo, de l'alcool à bouffer. Non mais tu te rends compte, on était bourrés tous les soirs. Non mais tu vois. Non, je sais. Je comprends. Et donc moi le problème c'est que je suis un passionnel. Ouais. Donc quand je vais à fond, je vais à fond. Donc là c'était la joie quoi. Ouais. Et sauf que moi aujourd'hui, ce que je me souhaite c'est de partir une semaine dans des camps d'entraînement avec mes artistes. Là j'ai vu par exemple que je vous recommande à tous, Comme une abeille de Jérémy Ferrari, qui est le documentaire sur son nouveau spectacle, sur la création de son nouveau spectacle. Ok. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il touche des trucs, il dit des trucs. Et notamment, en fait, tu vois, il est tellement obsessionnel. Lui, pour le coup, il a vraiment des pathologies un peu plus compliquées. Que, en fait, par exemple, quand il écrit son spectacle, il peut bloquer pendant 3 semaines sur un mot qui n'est pas le bon dans sa tête. Et du coup, tout s'arrête et il ne sait plus rien faire. Okay. Et les gens qui écrivent avec lui disent « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on change ?» Et en fait, il ne sait pas et il bloque. Et en fait, la seule manière de le débloquer, c'est de le mettre KO, en fait. Littéralement. Donc ils l'ont pris ils l'ont pris au Sénégal avec un champion du monde de lutte. Okay. Il a été faire de la lutte sénégalaise. Il s'est fait tabasser pendant 2 semaines. Okay. Tabassé, frère, par des Sénégalais de 40 kilos de plus que lui. Et en fait, il est ressorti de là tellement désarmé que son ego a lâché et il s'est rendu compte que le mot de base qui lui posait problème était le bon. Ok. Mais je te jure que c'est vrai. Mais il a dû passer par toutes ces mécaniques de destruction de son psychique, entre guillemets, c'est pas négativement, de lâcher ses armes, en fait, que son esprit lâche, pour faire, ok, je deviens juste ouf, là, en fait. Et il dit très justement, où se situe la limite entre mon excellence, parce que c'est un génie, mon génie qui a raison de pas vouloir lâcher, ou mes névroses, mes psychoses, qui sont en action et qui sont en train de me torturer. À quel moment est-ce que c'est ça? À quel moment est-ce que c'est ça? La seule manière de trouver la réponse, c'est que je fasse suffisamment de sport pour que je lâche totalement prise de tout et la réponse vient naturellement. Moi, je crois en ça. Et donc, je me souhaite de partir avec mes artistes, faire des camps où on fait du sport, où on fait, franchement, je vais dire la vérité, où on médite, où on va courir, où on fait de la boxe, de les faire bien manger. Ouais. Non, parce que ça va faire partie de mon accompagnement aujourd'hui. Parce que je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as beaucoup d'artistes qui se plaignent, on va dire de manière globale, que lorsque tu rentres dans un label ou dans l'industrie, il n'y a aucune sphère qui s'occupe, on va dire, de la santé mentale. Non. Et qu'au final, comme je dis souvent, la condition humaine d'un artiste, elle est paranormale, elle est extraordinaire. Complètement paranormale. C'est pas complètement hors norme. Voilà, hors norme. Ce qu'ils vivent n'a pas de sens. Non. Et aucun être humain n'est réellement... C'est déjà dysfonctionnel. Oui, voilà. Ouais. Aucun être humain n'est réellement, on va dire, construit mentalement pour ça. Et au final, l'entourage, très souvent aussi. Et c'est bien ce que tu avoues, parce que j'ai souvent cette impression avec d'autres personnes, des producteurs ou des DA ou que sais-je, qui veulent vivre à travers l'artiste. C'est horrible. Et après, au final... T'accapares son rêve. Oui, voilà. Et au final, tu pousses tellement l'artiste tellement loin
En fait, l'artiste dit, en fait, mais moi, en fait, là, moi, je suis bien. Non, vas-y, pousse encore, pousse Tu encore. peux pas être satisfait. Ouais. Parce qu'en fait, tu veux être l'artiste. Donc, Ouais. en fait, tu vas toujours dire que c'est pas bon. Ouais. Et donc, il y a d'office un truc qui est dissonant. Et donc, il faut être capable d'évacuer ça quelque part, mais certainement pas dans la relation que tu construis avec l'artiste. C'est lui mettre un poids inconscient en plus, parce que Ouais. l'artiste se rend même pas compte qu'à cet enjeu-là, toi-même, tu t'en rends pas compte. Moi, je me rendais pas compte. Mais j'ai dû faire des chansons, et je te jure, vraiment pleurer en studio, parce que quand je suis en studio et que je suis touché, je suis touché. Ouais. Il y a pas, en fait, il y a pas une chanson qui va sortir quand je suis en studio si je suis pas connecté à mes émotions viscérales. Et en fait, c'est en faisant ça que j'ai compris, putain, mais c'est ça que j'avais juste besoin de vivre. Et après, peu importe comment ça existe, ça peut rester dans ton placard, ça peut être placé sur des projets, ça peut être pour toi, tu vois, ça peut sortir commercialement, peu importe. Mais tu peux pas faire porter ça à ton artiste, ce besoin-là, parce qu'en fait, tu auras d'office une relation qui sera trahie. Ok. Tu vois, et après, ce que je te dis par rapport au bien-être et au sport, moi, si demain je suis un artiste qui fume des spliffs et qui boit de l'alcool, je vais le développer avec joie. Et je vais pas lui dire arrête de boire, arrête de fumer. Le but, c'est de respecter l'artiste avec qui tu travailles intégralement et que tu respectes son processus. Mais j'ai la conviction que si tu montres une forme d'exemplarité là-dedans, tu pourras avoir qu'une forme d'influence positive de toute façon dans son développement dans la durée, et qu'il faut absolument pas imposer un cadre, mais que... Ouais, je sais déjà que là, naturellement, depuis des mois, il y a plein de gens qui ont été recourir, qui ont été à la salle, qui ont fait du sport, avec moi ou sans moi, parce que je leur ai cassé les couilles avec mes stories à la con, discipline où je fais du sport. Alors les gens disent, mais t'es influenceuse ou quoi? Non. Alors je fais ça parce qu'encore une fois, je le répète, j'ai probablement un ego fragile et que ça me permet de regagner confiance en moi indirectement, c'est vrai. Mais pas que. Je sais aussi que c'est pour montrer aux gens, regardez d'où je viens, les mecs. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire, parce que c'était pas gagné, hein, frère. Moi, je m'étais vraiment dit... Je te jure, hein, il y a 2 ans, 3 ans, j'étais en mode, en fait, j'aurais pu faire un grand truc, mais ma fragilité psychique, mon rapport à l'alcool, à l'excès, aura toujours eu raison de moi, et en fait, ça aurait été ça mon talon d'Achille. Et j'y suis pas arrivé pour ça. Ok. J'étais arrivé là. Et en fait, ça a été tout un boulot de me rendre compte qu'en fait, ce côté extrême, je peux le mettre dans un truc qui me sert. Et que je cadre en m'entourant des bonnes personnes qui savent me dire ouais mais là calme-toi, et je parle par l'excès de travail, tu vas trop vouloir remplir la charrette, et puis après j'aurai jamais d'excès à faire trop de sport. Je crois pas en ce truc. Le fait d'être fatigué parce que j'ai fait trop de sport me fera toujours du bien d'une façon ou d'une autre. Ça calme mon cerveau. Moi, avant, quand je buvais, c'était pour calmer mon cerveau. Parce que moi, mon cerveau, il s'arrête jamais. Tout en mode... tu vois. Et donc, je buvais pour... calme, slow down. Donc, tous les soirs, petit verre de blanc. Mais tous les soirs, petit verre de blanc, kilo, mauvais état physique, petite clope, ça me calmait, tu vois. Puis en plus, il y a une époque, il y avait un restaurant aussi. Ouais, j'avais mon resto, tu vois, ouais. Donc c'était compliqué, tu vois. Et donc, remplacer ça par le sport, bah, tu dors bien, t'es en forme, franchement, la vérité, ton corps, il change, ta femme, elle est contente, les cousines te disent « mais t'es beau maintenant, Andy !» Non, mais tu vois, et tu te dis « Putain, je me fais une deuxième jeunesse !» Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Et puis surtout, ta tête fonctionne bien. Correctement. Ouais. Et parce que tout à l'heure, il y a un petit temps, tu as mentionné BMG. Ouais. Quelle était la relation que tu avais parce que je sais que tu travaillais avec eux, tu étais l'antenne belge. Exact. C'est ça? Ouais. Et c'était par rapport à la part éditoriale, c'est ça? Alors, donc, BMG à l'époque faisait que de l'édition. Ok. Ils ont commencé à faire label après. On a fait un peu de label avec eux, notamment Delta. Mais c'était le début, donc c'était un peu les balbutiements. C'était pas leur corps de métier. C'est vraiment des... Bon, après, maintenant, je crois qu'ils ont un peu plus développé ça. Je t'avoue que je suis repassé chez eux il y a peu. Ça m'a fait très plaisir de voir Sylvain Gazen, qui est maintenant à la tête. Voilà, ça m'a fait plaisir de se recroiser, mais c'est une histoire passée, quoi. Ouais. Mais on a vécu quelque chose de très fort. Moi, j'ai travaillé avec eux 10 ans. Ok. Et en fait, oui, le constat était... tu as BMG France, qui développe la France. Tu as BMG Benelux. Ouais. Et BMG Benelux, ils sont en Hollande. Et ils s'en foutent de la Belgique francophone, ça les intéresse pas. Ouais. Par contre, la Belgique francophone, vivier d'auteurs-compositeurs, il y a quelque chose à faire. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai pas encore tout le bâtiment art musique, mais j'ai déjà un studio dedans. J'ai signé Cléo chez eux, JP, donc Jali. Simon Dussossois, un auteur-compositeur, réalisateur, un compositeur, réalisateur, producteur. Voilà. Et on en arrive à se dire, bon, il est peut-être temps qu'on avance sur un truc plus concret. Je suggère l'idée. Stéphane Berlot, le patron de l'époque, grand visionnaire, grand mentor, grand monsieur, qui m'a énormément appris. Ouais, ça fait partie des gens qui m'ont beaucoup influencé, parce que c'est un monsieur très impressionnant. Je lui expose la vision. Marie Novak, qui est sa bras droit à l'époque, qui est numéro 2 de BMG, qui a aussi été comme une maman, et on en arrive à se dire, faisons ça. Et donc, je deviens effectivement l'antenne
belge de BMG, sachant qu'en fait, si tu veux, j'ai un contrat de coédition global avec eux. Ok. Donc, tout ce qui est signé chez Art Music en édition est automatiquement chez eux en coédition, financé par eux et géré par leurs équipes d'un point de vue administratif. Ok. Et ça finance forcément le label sur quelques années. Et c'est parce que tu vois, souvent, j'aime bien avoir cette conversation par rapport à l'état de l'industrie, on va dire, en Belgique et surtout francophone. Ouais. Parce que moi, j'ai aussi eu ce constat et cette frustration que toutes les structures Benelux, en fait, la partie, on va dire, bruxelloise et francophone est toujours un peu délaissée. Et ça, mais c'est vraiment juste entre toi et moi. Avec joie. Est-ce que tu penses pas que ça peut être, on va dire, un business model, justement, d'essayer de développer ce genre de relation avec un label français et se dire, que ça devienne une... Là, c'est ce qu'on est en train de faire, là. Voilà. On est en plein dedans. Ok. Ouais. En fait, c'est fait. Ok. Ouais. Bah. C'est resté le plan. Voilà, ça va. Ouais. Je t'avoue, c'est resté le projet. En fait, moi, en sortie de tout ça, je sais pas par où commencer. Ouais. Je sais que je vais y retourner. J'ai mon ami, et en fait, parce que j'ai beaucoup parlé de Candice depuis tout à l'heure, mais c'est pas très clair. On est trop proches, on est en private. En fait, Candice a été ma bras droit chez Art Music pendant des années, pendant presque 6 ans. Ouais. Et en fait, elle rencontre quelqu'un avec qui elle est toujours, père de ses enfants, etc. Et elle part à l'étranger avec lui pour développer des projets, peu importe. Mm-hmm. Comme je disais dans un autre podcast, ça précipite un peu la chute parce qu'elle m'amenait quand même une forme de stabilité. Non, elle m'amenait une compétence, même principe, qui est mon standard. Moi, c'est la première personne qui travaille pour moi dans la boîte. Ouais. Ça devient mon standard. Sauf qu'elle m'a porté malheur parce qu'en fait... C'était trop haut. C'était pas du tout un standard juste. Donc du coup, toute personne qui arrive derrière pour la remplacer, je suis en mode, au secours, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, bref. Elle part. Candice part, revient il y a quelques années. Alors, en fait, c'est quoi? Elle va le raconter elle-même parce que... on va ça, les gens, ça, elle va arriver dans le podcast parce que c'est ma partenaire aujourd'hui, donc ça n'aurait pas de sens de l'expliquer à sa place. Donc, en fait, elle va raconter ça mieux que moi. Ouais. Elle est à côté, elle nous regarde. Et donc, moi, Candice me donne beaucoup d'énergie positive quand on se retrouve. Je pense qu'on se retrouve à un moment où je lui apporte de l'énergie positive aussi. On est tous les deux à un tournant et on se partage des choses. Et en fait, ça se fait assez naturellement. Au début, elle me soutient pour mon projet artistique. Elle vient un soir à la maison, je fais écouter les titres, elle me dit putain, il y a des titres vraiment. Et je suis en mode putain, ça fait plaisir, tu vois. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir ce retour de beaucoup de gens en fait. Ouais. Je suis très soutenu sur ce projet. Et donc, très tôt, je me dis putain, mais comment je vais faire ce truc et tout, j'ai envie de le sortir. Et je dis à Candice, putain, Candice, faut que tu m'aides quand même sur ce truc. Et elle me dit, mais Mike, bien sûr, je vais t'aider. Et puis donc, je dis, putain, cool, donc il faudrait que je monte un label et tout, machin. Moi, à ce moment-là, je me vois pas être dans la musique, tu vois. Et puis, je lui en parle, elle me dit, ouais, let's go, moi, je suis avec toi. Ouais. Et à ce moment-là, elle a envie de refaire de l'artistique aussi, elle le dira mieux que moi tout à l'heure. Et donc, on en parle, et au même moment, en fait, je suis en mode, je regarde plein de trucs et je réfléchis. Et j'ai jamais arrêté de faire ça, par contre. Moi, je suis très curieux, donc je regarde, j'écoute des podcasts toute la journée, je lis tout le temps, j'ai besoin de me remplir d'informations, de me nourrir, tu vois. Ouais. Et ce que j'apprends en sortie de tout ça, c'est que je suis très échaudé de ma relation avec les majors. Et je pense que je n'ai plus jamais envie de ma vie de travailler avec une major. Pas parce que je vais les diaboliser, il y a plein de bénéfices et plein de qualités. Je suis très heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu avec BMG. Je n'aurais pas envie de vivre encore ce genre de relation professionnelle aujourd'hui, mais c'était bien à l'époque où je l'ai vécu. J'avais un deal de distribution globale aussi avec Universal Belgique dans cette même réalité, avec Feu Gilbert Lederman, paix à son âme, qui a été aussi un grand mentor et comme un père pour moi, qui me manque beaucoup d'ailleurs. Et tous ces deals-là n'étaient pas pertinents. Et donc, je me dis, comment réfléchir à un nouveau modèle, sachant que tous ces deals datent de l'époque physique. Ouais. Parce que moi, mec, je suis un dinosaure, gros. Art Music, c'est du physique. Le stream, il n'y a pas. Ouais. C'est pas un sujet. Donc, je vis le basculement du stream, bloqué par des vieux deals. Je suis dans des vieux deals, moi. Je peux pas les changer. Je suis avec des gens qui comprennent pas le changement de paradigme, mais c'est normal, il est tellement violent. Et donc, c'est génial parce que, du coup, la faillite d'Art Music me permet de repartir sur une page blanche en ayant compris et en utilisant ces nouveaux paradigmes de la bonne manière. Et donc, je recommence à regarder plein de trucs et je tombe sur un mec qui me bouleverse, mais vraiment, tu vois, où je me dis, mais alors lui, c'est Guillaume Silvestri. Je recommande son podcast sur Rapboss. Vous voyez podcast Rapboss. J'écoute son podcast et pour moi, c'est lui le GOAT, quoi. Je me dis, putain, en fait, il a réussi là où je me suis pris les pieds dans le tapis. Il exprime
toutes les problématiques que j'ai traversées en tant qu'indépendant. Parce que, par exemple, tu vois, BMG, je suis en coédition globale avec eux, c'est génial, ils me donnent de l'argent. Mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas des succès énormes, ben, le robinet s'arrête et on coule. Ouais. Et surtout, les gens avec qui je travaille au quotidien, eux, ils ont leur salaire à la fin du mois, tous les mois. C'est pas des indépendants. Ils comprennent pas ma réalité. Ouais. Ils comprennent pas la réalité d'indépendant. Tu comprends? Ouais. Et donc, eux, déjà, en tant qu'interlocuteur, moi, je joue ma vie, pas toi. Toi, tu as ton salaire tous les mois, moi, je joue ma vie. Rien que ça, c'est déjà un fossé de communication où on a beau être à 50-50, on n'est pas des partenaires équitables. Ouais. Parce que moi, je joue ma vie et ma maison. Toi, tu joues au pire un blâme ou devoir trouver un nouveau boulot, et toi, postuler dans une autre major, sachant que de toute façon, c'est des micros, tu vois, où tu changes, tu as bossé là 4 ans, tu trouves un poste là, bon, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et puis surtout, le marché a changé, il faut quelqu'un qui comprenne le marché. J'écoute son podcast, il répond à tout. Et en fait, je lui envoie un mail, quoi. Okay. J'entends le podcast, on s'est déjà croisés à l'époque vite fait, on a déjà eu des boucles de mail ensemble parce que j'ai quand même travaillé un peu avec tout le monde à l'époque. Et je le contacte, voilà, est-ce qu'on peut se parler? Oui, vas-y, Zoom tel jour. 2 jours plus tard, je crois. On fait un Zoom de 3 heures et je lui fais le bilan que je te fais là. Ouais. Catastrophe industrielle, j'ai mis mon label dans le mur, faillite, reconstruction, déprime, le feu est revenu, je sais pas trop par où commencer, mais j'ai le feu. Et le boug m'écoute pendant 1h30 et je lui dis, j'ai vu ton podcast, je sais pas pourquoi je voulais t'avoir, mais on doit se parler. Il m'écoute pendant 1h30 et puis il me dit, bah écoute, déjà il y a un truc, il me dit, le plus dur c'est pas d'être entrepreneur, le plus dur c'est de garder la flamme même après s'être écrasé la gueule. Okay. Et je vois la flamme dans tes yeux, donc il me dit donc... Il me dit pas ça dans ces termes-là, mais il me le dit comme ça, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Il me dit, donc moi, réfléchis ton truc, parce que t'as pas l'air de savoir vraiment ce que tu veux faire, mais moi, je suis Al. Dis-moi ce que tu veux faire, réfléchis au truc et tout. Okay. Ça, c'est la sortie du truc. Et moi, à ce moment-là, je suis en début de discussion avec Candice. Donc, tout ça se met... Et donc, j'ai dit à Candice, bah écoute, il y a Guillaume, vas-y, viens, on réfléchit comment on développe le truc. Et donc, on commence à avoir des premières voies de réflexion que je t'épargne. On refait un rendez-vous à Bruxelles à Guillaume, qui est amené à être régulièrement à Bruxelles. Il vient genre 1 fois par mois à Bruxelles, donc on se fait un rendez-vous. Je suis présent de Candice. On parle 3 heures. Et en sortie de ça, on sait qu'on va travailler ensemble. Okay. On se dit, on y va. Sauf que notre idée de base, il nous dit, c'est de la grosse merde, votre idée de base. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais. Et donc, moi, à l'époque, je leur dis, ouais, c'est ça, allez. Tu vois. Et là, je l'écoute et je me dis, putain, il a raison. Et puis, on rediscute avec Candice, on repense le truc, on lui représente le projet. Et là, il nous dit, let's go. Okay. Donc ça, c'est il y a quelques mois. Et là, on est arrivé à terme, en fait. Et là, en fait, ce qu'on a monté, on a monté un label qui s'appelle TOA, qui est un label de développement à l'ancienne. Okay. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau cycle où les artistes ont de nouveau besoin, plus que jamais, d'être encadrés. Je pense que tout le monde a eu cet emballement de croire qu'être producteur, c'était facile, que de monter des labels, c'était facile. Ouais. Moi, c'est marrant parce que je dis ça à tout le monde autour de moi, parce que j'ai vu tous mes potos dire « Ah, ce que Mike il fait !» et monter des labels. « Ah, regarde, il s'effondre, on va faire mieux !» Et alors, je partais, genre, tu sais, en mode quitter le champ de bataille. « Les gars, vous savez pas où vous allez, faites attention !» Et je les voyais y aller en se disant « Fou !» Et là, donc, j'y retourne, je les vois revenir en mode « Oh putain, t'y retournes !» Tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Et donc, je sais plus pourquoi je te disais ça, mais bref, donc, on a remonté un label. Oui, voilà, je disais changement de paradigme. Tout le monde a voulu monter des labels, des boîtes, et en fait, c'est très compliqué comme métier. C'est très compliqué, et surtout quand t'es artiste. Et je pense qu'on revient à un schéma où ça a du sens de réaccompagner l'artiste sur un premier épisode, en tout cas. Tu vois, un premier chapitre. D'être sur un contrat d'artiste où on est aussi bien, quand il est auteur-compositeur, les éditeurs, les tonneurs, etc., on l'accompagne à l'ancienne. Parce que ça va très vite aujourd'hui de faire 2-3 albums. Ouais. Tu vois. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, l'artiste, il monte son label, il fait son truc, on l'a développé, on l'a mis sur la carte, et on sait que notre rôle, ça va être ça essentiellement. Okay. Ça va être de mettre des artistes sur la carte qui après peuvent faire leur chemin, comme un Damso l'a très bien fait après avoir travaillé avec Booba, comme Green va le faire aujourd'hui, comme plein d'artistes le font en fait. Et donc on accepte qu'on va jouer ce rôle-là et cette temporalité-là. Okay. Et donc on s'est associé avec ça, avec Combo, qui est une des structures de Guillaume, donc Sylvestri en fait qui est le patron de Lowood, qui est quand même un des maîtres du développement en France pour moi. En tout cas, je trouve son blueprint quand même très impressionnant. Il arrive à te breaker des trucs à chaque période, il te break un truc en fait. Et il y a des trucs qui continuent à fonctionner. Tu regardes Joker, on se rend pas compte, mais ça va encore énormément, ça remplit du Bercy. Et tu vois, c'est pas des blagues quoi. Ouais. Et en plus, il fait ça dans ce modèle avec Joker, donc la dictature. En fait, c'est dans la dynamique qu'on est en train de faire avec lui sur Toa. Donc, c'est-à-dire qu'il a une structure qui s'appelle Combo Factory, qui fait du développement, si tu veux, de labels, avec des gens auxquels il croit, avec qui ça match, avec qui ça link humainement. Et voilà. Et en fait, lui, il est
au capital, donc il est au capital, il a des actions de la structure. C'est lui qui finance le développement de base, il nous fait profiter de ses infrastructures, de ses outils, de ses équipes, de sa vision, de sa force, parce que c'est quelqu'un qui est véritablement visionnaire. Je dis souvent que j'ai l'impression, pour l'instant, d'avoir un manager, quoi. Pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que je suis dans des réunions, on a des idées, et puis le mec directement, poum, 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 et tu fais... En fait, tu n'as même pas compris que l'idée est matérialisée en sortie de réunion. Ok, ouais. Je te jure, c'est tout le temps. Hein. Et donc, je suis en mode, ouais, un peu trop beau pour être vrai, je me pince par moment, tu vois. Donc, il a cette force-là. Guillaume, c'est un pragmatique. On ne parle pas de nos enfants, de la famille, de machin. On se voit, c'est tac, 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 on y va. Candice aussi, elle adore ça. Elle en parlera mieux que moi. Et du coup, donc je suis associé avec Candice, à 50-50. Donc, si tu veux, nous, on a notre part majoritaire du label, à nous deux, à 50-50. Guillaume a l'autre part. Et on développe ça à 3. Ok. Donc, pour moi, c'est le schéma rêvé. J'ai tous les avantages d'avoir un label et pour l'instant, je vois pas d'inconvénient. Mais du coup, je pense que c'est le meilleur moment pour faire venir Candice. Bah voilà. Maintenant qu'on a enfin Candice, Mike a la fameuse. Mike a tellement parlé de toi. Waouh. Content de te recevoir. Merci. Et apparemment. Première femme enfin dans le podcast. Ouh. Quand même. Voilà. On veut des femmes dans l'exécutif artistique belge, bordel. C'est important. Du coup, bienvenue. Merci beaucoup. Présente-toi, qui es-tu et après, on rebondira sur tout ce que... votre histoire. Ça marche. Oui, écoute, moi, je suis bruxelloise. J'ai 36 ans, maman de 2 petits bouts. Ok. J'adore l'entertainment et le divertissement au sens large du terme. C'est vraiment ma passion. Je crois que j'adore mettre en avant et en lumière les artistes avec lesquels j'ai pu travailler ou la vision des personnes avec lesquelles je collabore. Ouais. Donc oui, je me considère plutôt comme une personne peut-être de l'ombre. Okay. Je suis dans ma zone de confort en backstage et à la régie. Donc là, clairement, vous m'avez un peu sorti de ma zone de confort là aujourd'hui. C'est le but, c'est de prendre toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre pour un peu aussi... c'est important de vous mettre en lumière. Voilà, parfait. Mais j'aime les challenges, donc j'accepte. Parfait. Et du coup, comment est-ce que tu rencontres notre ami Mike? Comment je rencontre Michael? Alors, du coup, je vais revenir un peu en arrière. Justement, à cette époque-là, en 2019, moi, je suis en 2e bac à l'IEX, donc l'école près de Mannequin Peace, là, au centre-ville. Ouais. Je suis en 2e bac, donc c'est l'année des groupes médias. Il y a des gens qui sont en passerelle qui arrivent au début de l'année, donc d'une autre école. Et là, en bas de l'auditoire, il y a du coup un gars qui a l'air très sympa. Qui cherche un groupe et c'était vraiment horrible comme scène parce qu'ils sont là devant tout un auditoire rempli, il y a 6 personnes et le prof dit vraiment voilà, il y a 6 nouveaux, qui veut bien les prendre dans votre groupe quoi. Et donc moi je suis déjà là avec mes 4 potes, on aime l'être humain, plus on est de fous plus on rit, il a une bonne tête, il a l'air super sympa, donc il fait nous on est volontaires, viens chez nous. Et en fait j'accueille dans notre groupe média Jali. Okay. Donc là, tu commences à capter d'où. Pourquoi elle me raconte cette histoire? C'est drôle d'histoire de couloir d'université. C'est ça. En fait, c'est comme ça que je rencontre JP, qui va devenir du coup mon ami d'auditoire, bien qu'il n'était pas souvent là. Mais on connecte, je rencontre Inky du coup, et on forme vraiment un trio phénoménal. On termine notre bachelier et en fait, au moment où on termine les 3 années de bac, c'est à ce moment-là que Jali a le deal Universal et donc lui ne continue pas le master. Ok. Donc c'est à ce moment-là qu'il commence à justement générer le répertoire, qu'il commence à travailler avec Michael. Moi, entre-temps, je continue mon master. Ouais. Et en fait, c'est au moment où je finis le master que j'ai cette opportunité de travailler justement du coup avec Michael et principalement aussi main dans la main du coup avec Jali qui est en l'occurrence mon meilleur pote. Ok. Ce qui est assez drôle quand même, c'est qu'en sortie d'Univ, donc moi j'avais eu la chance de faire mon stage chez Franco Dragon. Donc c'était vraiment mon dream job pour moi qui voulait justement mener l'artistique à l'aspect production. Et en sortie de stage, on me propose un contrat, donc un beau CDI avec plein de clauses, enfin un truc vraiment carré. J'ai choisi le pire CDI. C'était même pas un CDI du coup. Non, on avait commencé en Blacos en vrai. En Blacos, d'abord gratos. Ouais, et après Blacos. Et puis Blacos. Ouais, mais gratos, ça fait combien de temps? Quand même, alors que j'étais diplômée, tu vois. T'as fait combien de temps gratos? Je sais pas, 3-4 mois. Quoi? Non, mais, oui. Ouais. Mais bon,
Et puis Blacos. J'ai un bon instinct Ouais. et j'avais envie de travailler avec JP, j'avais envie de travailler avec Mickaël. J'avais de la chance aussi à cette époque-là. Moi, je dansais, donc je te dis, j'étais vraiment dans l'artistique et je gagnais déjà un peu de sous grâce à la danse. Je donnais des cours, je dansais en boîte. Pas des moindres, hein. J'ai vu quelques shows en club. Le chaland s'en rappelle. Mais du coup, je gagnais déjà pas mal ma vie grâce à ça. Je vivais encore chez ma mère. Ok, ouais. Donc, bon, franchement, c'est pas l'argent qui me drivait. Ouais. J'avais eu déjà mon expérience chez Franco Dragon où, même si ça avait été mon dream job, en l'ayant vécu en stage, je me suis dit, en fait, Pas ça comme boulot, ouais. en fait, c'est une grosse corpo, c'est pas ça que j'imaginais du tout. Ouais. Et du coup, il y avait ce petit côté, justement, plus homemade, maison, famille, challenge, rustique, tu vois, très, très concret qui me bottait. Et donc, je me dis, tu sais quoi, let's go, moi, je pars chez Art Music. Ma mère me tue, évidemment. Quoi? T'as refusé un CDI? Mais enfin, bon, bref. Mais moi, j'y vais vraiment convaincue, passionnée. Enfin, on me propose de bosser avec mon meilleur pote, J'avoue. même si au début, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas grave. Ouais. Ça va le faire, ça va être génial. Et en fait, c'est comme ça, du coup, que je rencontre Mickaël. Je commence à travailler chez Art Music, au début gratos, et puis en Blackos, et puis, in fine, avec un contrat. CDI. Ouais. Et c'était quoi ton rôle? C'était numéro 2, quoi. Tu faisais Franchement, tout. si je devais faire ma job description, laisse tomber, il y aurait 40 pages. Ok. Ouais. Je faisais beaucoup de choses. Mike a toujours eu cette vision et cette force artistique, mais aussi négociation, justement ce commercial. côté... oui, aussi juridique, sur tous ces aspects-là, en fait, il est hyper fort. Moi, je suis vraiment quelqu'un, j'adore l'opérationnel, j'adore justement mettre en forme les idées des gens. Ok. Donc, en fait, on s'est bien trouvé, quoi. Ouais, à fond. Ok. Parce que moi, c'est tout ce que je déteste. Tu Ouais. vois, c'est moi tout le côté pragmatique, tu vois, d'organisation. Tu vois, et donc elle brille là-dedans, tu vois. Ouais. Et moi, la chance que j'ai, c'est que c'est tout là. Donc j'aime la créative, toi, de créatif. Ouais. Et en même temps, parce que je trouve que t'es dur avec toi, elle est quand même artistiquement très vibrante aussi. T'as quand même pas mal de créativité, d'idées. Oui, T'as toujours oui. participé à ça, tu vois. Oui, non, bien sûr. Donc c'est pas juste, tu vois, une bureaucrate. Au contraire, tu vois. Faire de la danse, quoi, quand même. Ouais, quand même. Oui, mais même t'aimes la musique, t'as une Bien très bonne sûr. oreille, et elle a pas du tout la même oreille que moi, tu vois. Moi, je disais souvent, quand ça passait le test Candice, ça garantissait un peu le format énergie. Un Ok. petit peu. Ah. Non, mais c'est vrai. Quand ça J'accepte. passait pas le test Candice, c'était... Tu sais qu'il y a des trucs qui m'a convaincu sur Isha. Ouais. Personne n'y croyait, Isha, au début. Hein. Ok. Personne n'y croyait. Ok. Moi, je savais. Ouais. Et elle me disait, oh, Fan. elle disait Isha. Et même quand je voyais comment ses yeux battaient quand elle voyait Isha, je disais, non, Isha, il y a un truc, l'ego, Ouais. Isha, ça va aller tout droit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes son public, Ah. Mais tout droit. je suis surpris du nombre Toutes de. les femmes kiffent Isha. Ouais. Moi, même la mère de ma fille, elle est en mode, non mais Isha, quoi. Non, Ouais. vraiment. Tu vois, il a ce truc-là, quoi. C'est vraiment... C'est le poète maudit, tu vois. Il y a Ouais. ce truc ténébreux, le bandit sauveur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et puis il est beau, c'est un beau mec, et puis c'est un gentleman. Non, et puis donc, même humainement au studio. ouais, il est génial, enfin, tu vois. c'est un- Et elle m'a beaucoup... En fait, quand je voyais ça, tu sais que c'est elle qui me disait, alors Isha. Parce que tu vois, nous, Isha, c'est de l'artisanat, quoi. Donc quand même, artistiquement, t'as été clé sur des trucs. Bah voilà, merci. Ouais. Ok. Et excuse-moi. Et du coup, comment est-ce que toi tu vis parce que La période art musique, La du période coup. art musique. Parce Ouais. que toi, là, on a le point de vue du créateur, fondateur et la locomotive. Et puis toi, du coup, tu as un peu, on va dire un peu ouais, bien sûr. le pan rationnel, si on veut dire ça Ouais. comme ça. Et comment est-ce que toi, tu vis, parce que tu n'as pas forcément beaucoup plus d'expérience que lui en termes de gestion de label ou des trucs comme ça. Ah bah non, c'était mon premier Oui, job. voilà. Donc, comment est-ce que toi, tu vis au final si cette... Écoute, moi j'ai adoré. Depuis le jour 1, en fait, j'étais vraiment hyper épanouie parce que déjà, Mickaël, donc lui, il avait ses trucs, moi j'avais les miens et il me laissait faire ma vie, tu vois. Ok, Donc, à partir du moment où je déroulais, j'avais pas du tout cette sensation d'avoir un N+1, comme on peut dire en corpo. Oui, ça va. J'avais pas du tout d'N+1, nos rôles et nos tâches étaient bien répartis et j'avais cette chance, à la fois c'est sûr que dans la prod exé, il y a un peu cette partie bureau, mais en fait moi j'avais la chance d'être hyper épanouie parce que c'est moi qui partais aussi en tournée, j'avais l'aspect promotionnel sur le terrain, et j'avais vraiment ce côté terrain que j'adore en fait. Ouais. Donc j'ai été hyper épanouie, j'ai eu la chance de rencontrer aussi toute cette
tous ces artistes. Alors, c'est sûr que c'était un univers très masculin, mais c'était une période incroyable. Et franchement, même après coup, là, il y a 2 ans, là, quand on s'est fort rapprochés, moi, art musique, ça reste le meilleur job de ma vie, quoi, jusqu'à présent. Donc, Ça me touche. alors après, je dis pas, il y a eu des hauts, des bas. C'est pas toujours non plus évident de gérer un Michael. Mais tout était passionné, tout était avec les artistes quand même assez fort dans la bienveillance. Enfin, moi, je me suis toujours sentie vraiment respectée, appréciée, aimée, etc. Donc tout s'est toujours bien passé. Et j'étais vraiment littéralement à mon aise, moi, dans ces studios, les soirs, les week-ends, la nuit. On travaillait comme... C'était parfait, quoi. Parce que, tu vois, on rigolait tout à l'heure en disant que c'était une période un peu... On faisait beaucoup la fête en studio, on buvait beaucoup, on faisait beaucoup les cons. Mais il y a toujours eu une ligne de travail derrière tout ça. Ouais. On n'a jamais été là pour faire les zozos. Quoi. On a toujours bossé comme des oufs. Vraiment. On travaillait du lundi au dimanche. Non-stop. Tout le temps. Ouais. On travaillait comme des oufs. On travaillait tout le temps. Ouais. On n'avait pas de week-end. Non, c'était du non-stop. Mais bon, après, moi, c'était mon boulot. Ouais, en même temps, plaisir. c'était avec mes meilleurs potes. Enfin, je le vivais pas du tout comme un boulot, en fait. Ouais. En plus, voilà, j'étais plus jeune. Il n'y a pas tout cet aspect familial qui entre en jeu. Il y a pas donc non. Franchement, c'était le dream job. C'était incroyable. Et c'est pour quelle raison tu pars? Alors, pour quelle raison je pars? Alors, d'un côté, la partie professionnelle se déroulait super bien. D'un point de vue amour, c'était catastrophique. J'avais 15 bonhommes pour me dire « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais tout le temps sur mon dos ?» C'est vrai. Jusqu'au jour où, quand même, je rencontre un homme où ça se passe très bien. Et après 1 an, en fait... on a une opportunité quand même assez dingue de pouvoir partir vivre en Afrique du Sud, dans un premier temps pour des projets à lui, mais voilà, j'avais d'autres opportunités professionnelles aussi qui se sont du coup ouvertes. Ouais. Et en fait, je pars vraiment pour moi, rien à voir avec art musique, quoi. Franchement, c'était un pince. Vraiment, ça m'a... C'était dur, quoi. Quand elle est venue me l'annoncer, donc elle est venue me voir, elle m'a... Je te jure, j'étais super c'est comme si elle me demandait la permission, tu vois. Genre, parce que t'étais pas encore décidé. Tu m'as tourné vraiment en mode comment tu réagirais si, machin. Et je me rappelle que je t'ai dit, je te jure, tu m'as tourné comme ça. Après, c'était mon patron, mais on n'avait pas vraiment une relation patron-employé. C'était plus mon grand frère. Enfin, il y avait une relation assez particulière, quoi. Alors, il y a des gens qui pouvaient trouver ça hyper malsain, d'autres, parce que justement, une relation un peu frère et sœur comme ça, alors que c'est mon patron. Mais en même temps, c'était notre dynamique et voilà. Donc, et donc, du coup, je pars en Afrique du Sud, En pleurs. J'atterris littéralement, je suis toujours en pleurs. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Mais en même temps, j'ai toujours eu ce côté un peu aventurier. J'aime un peu la folie, j'aime un peu le non-conventionnel aussi. Et donc, je me dis, let's go, c'est un gars que j'aime, c'est un homme bien, ça va être génial. Et donc, effectivement, on commence à développer un projet. Je l'aide beaucoup dans ce projet. Bon, des détails un peu administratifs, on n'est pas mariés, j'ai pas de visa de travail. Donc, pareil, au début, je travaille, mais un peu en mode sous-marin. Et les mois passent et en fait, je me sens pas tellement épanouie en Afrique du Sud pour plein de raisons différentes. À cette époque-là, du coup, je fais un LinkedIn, etc. Et justement, je change mon job title sur LinkedIn. Et là, je reçois une demande de quelqu'un justement que je connaissais de l'époque Art Musique qui me dit écoute, moi, entre-temps, je suis partie à Dubaï. Je travaille pour une grosse boîte qui s'appelle Filmmaster, que je connaissais. Ça faisait... à côté de Franco Dragon, c'était l'autre boîte, moi, que je visais. C'est eux qui organisent notamment les cérémonies de clôture et d'ouverture des Jeux Olympiques, FIFA, enfin vraiment grosse boîte événementielle, tournée quand même assez artistique. Et il dit, écoute, on cherche un nouveau project manager, je te connais, je sais tout ce que tu as pu faire chez Art Musique. Si ça t'intéresse, j'organise une entrevue avec la directrice. Et donc voilà, je fais les rounds, j'ai le job, me voilà partie du coup à Dubaï. Donc je laisse mon gars en Afrique du Sud, moi je pars à Dubaï, ça n'avait aucun sens. Et donc là, je travaille du coup comme employée toujours. Je fais plein de projets là-bas. Je me retrouve après 6 mois à être envoyée en Arabie Saoudite où je travaille sur un concours de beauté de chameau pour le cheikh. Je fais l'ouverture du premier centre culturel. Des budgets, mon gars. Non, des budgets, t'as même pas idée. Et surtout, je me retrouve à vivre quand même 7 mois dans un container au milieu du désert, toujours avec 60 gars, du coup, parce que c'était un milieu très masculin.
Donc, c'était aussi particulier comme expérience, mais aller d'un point de vue pro super enrichissant, quoi. Ouais. J'ai fait des trucs complètement fous. Ouais. On a monté un écran de 60 mètres de long dans le désert, où il n'y a rien d'autre, quoi. Donc, Ah oui, oui. bref, j'ai une grosse expérience du coup en prod là-bas. Je te passe des détails. Un jour, donc je travaillais pareil du lundi au dimanche. Enfin, t'es littéralement au milieu du désert dans un t'as rien d'autre à container, faire, t'as ouais. rien d'autre à foutre. Alors certes, tu gagnes bien ta vie, mais bon. Et un jour, je me réveille. À cette époque-là, j'avais pas encore. Enfin, j'allais avoir 30 ans et j'ai en pleurs. Je suis avec mon copain au téléphone et je suis en mode. En fait, je travaille non-stop. Alors oui, j'ai des projets de dingue, mais je suis loin de toi, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes potes. Je fais que travailler. Je sais même pas dépenser mon argent vu que je peux pas aller faire du shopping. C'est interdit aux femmes. Il y a pas de café, il y a pas de concert, il y a pas de. Enfin, c'est quoi cette vie, quoi? Ça n'a aucun sens. Et du coup, il me dit, tu sais quoi, mais démissionne, reviens. Et du coup, je suis mais reviens, je vais faire quoi? Parce que lui, entre-temps, il était retourné à Bruxelles. Je te passe les années, hein. Là, on est 4 ans plus tard. Et donc, je dis, tu sais quoi, ok, je reviens. Je reviens en Belgique et là, je suis un peu son impulsion. Il me dit, mais tu sais quoi, mets-toi freelance, je suis sûre que tu vas trouver des jobs, des missions ici. Je me mets indépendante. Là, du coup, là, c'est en fait mon premier move comme indépendante. Et je commence comme freelance. Et puis... franchement, ça a été super vite. J'ai aussi, moi, parfois, les astres qui s'alignent. Je rencontre quelqu'un sur un parking qui me dit « Ah, mais moi, je travaille pour cette boîte d'event. T'es revenu. Je suis sûre qu'il serait intéressé. Tu veux que j'organise un truc ?» Et me voilà, du coup, chez DDMC, qui est une des plus grosses boîtes belges événementielles. Et je me retrouve à travailler comme freelance pour eux. Pareil, événement de dingue. Je me retrouve sur le sommet de l'OTAN avec tous les chefs d'État. Après, là où je deviens un petit peu frustrée, c'est que c'est des events assez corpo. Ouais. Je fais des gros events pour certaines marques, mais ça devient vraiment corporate et je sens que je perds un peu cette flamme artistique vraiment qui me manque. Jusqu'au jour où, en fait, je tombe enceinte, j'ai mon petit garçon et puis bam, Covid. Sauf que Covid, d'un point de vue événementiel, pas ouf. c'est pas ouf. Ça dépend. Hein, les petites fêtes dans des cas. Oh, bah. Ouais, c'est ça. Mais... Moi, en l'occurrence, là, je perds mes contrats, quoi. Ouais. Et en fait, en parallèle, mon conjoint, j'aidais déjà beaucoup mon conjoint dans sa structure, qui est lui dans la tech start-up, donc un univers complètement autre. Et à ce moment-là, moi, j'ai plus de taf. Lui, justement, les choses s'accélèrent et il me dit, est-ce que tu veux pas t'associer avec moi? Et tu deviens project manager. Ok, c'est plus dans l'événementiel ou l'artistique, mais il y a plein de choses à faire. Je me dis, pourquoi pas? Et j'étais dans ce projet aussi depuis le début, vu qu'on en parlait tous les jours. C'était un peu, in fine, aussi mon bébé. Et donc, je me suis retrouvée à bosser pendant plus de 4 ans chez Price Impact, qui est devenu après Give Me Five. C'est une tech startup, donc rien à voir, mais j'étais COO, donc Chief Operating Officer. Et en fait, le job que je faisais avant, je faisais la même chose, sauf que c'était dans une autre verticale, quoi. Hyper intéressant. Par contre, là, c'est là où tu apprends justement... avoir une boîte, à avoir des employés, à connaître les stress de OK, comment tu vas payer les salaires. Enfin, tu payes les salaires, mais tu ne te payes pas toi. Tu as des investisseurs, ils te mettent de la pression. Enfin, franchement, ça a été vraiment 4 années hyper enrichissantes, mais 4 années quand même hyper compliquées. Puis, histoire de ne pas simplifier la tâche, on décide de faire un deuxième bébé. À chaque bébé, une levée de fonds. Enfin, bon, bref. Très stressant. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai fait un gros burn-out, une belle dépression. Et justement, je reconnecte un peu. D'ailleurs, je me souviendrai toujours, je ne sais pas pourquoi, un jour, je prends ma voiture et je suis hyper mal. C'était vraiment le tout début où je me rends compte qu'en fait, je suis en dépression, en fait. Ouais. Et ça faisait longtemps que j'avais plus parlé à Mike et je ne sais pas pourquoi, je suis dans ma voiture et je décide de l'appeler. Mais on ne s'est pas vu depuis super longtemps, quoi. Il décroche après 2 sonneries et il me fait « Ah, Candice, ça va ?» et tout. Je fais 2 mots et je fais « En fait, non. » Ça va pas du tout. Il fait « Ah, mais écoute, je termine dans 30 minutes. Et justement, je suis à un studio près de Simonis. Simonis, où il y avait je suis à 2 rues d'Art Musique, quoi, en gros. Si tu veux, on se capte après. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là, je pense qu'on s'est... C'est à ce moment-là qu'on se reconnecte. Tu me contactes, elle me demande d'abord, tu m'envoies un message, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mais sorti de nulle part, quoi. Et je dis... je suis machin, et je l'appelle, et là, t'es pas bien et tout. Et je lui dis, par contre, je finissais à 13h, puis je devais aller voir une voiture, parce que j'ai acheté une voiture, ma voiture avait lâché. Et je lui dis, j'achète une voiture, viens me rejoindre au garage. Et je vais voir une voiture, rejoins-moi au garage, et machin. Et puis elle arrive,
dans un état de peine. Et je fais, oh putain, waouh. Mais on s'était recroisés quelques mois avant. Oui. On avait été boire un verre au Fox. Je sais pas expliquer pourquoi. Là, j'étais à un moment dans ma vie où, je sais pas, j'avais besoin de peut-être reconnecter à mes racines, si on peut dire ça comme ça, je sais pas. Et en fait, c'est comme ça qu'on est revenu vraiment, on est rentré dans la vie de l'autre de manière plus intense, si je peux dire. Et on a commencé justement à rééchanger. Il m'a beaucoup aidé dans cette période où j'étais pas bien. J'ai fait beaucoup de sport avec Mickaël aussi. Du coup, il m'a emmené dans sa dynamique. Enfin, quoi que t'étais pas encore dans la période sport. Non, ça a commencé quelques mois après. Ça a commencé quelques mois après. Mais t'es arrivé, et tu vois, comme quoi il n'y a pas d'hasard. Sorry, je rebondis, mais tu vois, tu serais arrivé 6 mois plus tôt. Ça ne serait pas passé du tout de la même manière. Parce que j'étais pas encore dans une démarche de socialisation. Non, putain, on oublie. Tu me contactes parce que t'es venu à ma fête d'anniversaire. C'est après ma fête. Après non, c'est après qu'on s'est vu. Okay. Ma voiture lâche là à ce moment-là, et c'est 2 semaines ou 3 semaines après. Donc t'es quand même venu faire la fête et t'as vu que l'énergie avait sans doute un peu changé, tu vois. En tout cas, on a chillé, quoi, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ce chill qui m'a rappelé cette belle période art musique. C'est vrai. Parce que là, pour le coup, c'était un chill à l'ancienne. C'était pas le chill hashtag discipline. Et pour le cadrer quand même, parce que c'est important, c'est le moment où moi, je refais de la musique depuis un moment. Je suis encore picolette, fumette, tout ça, machin, donc mauvaise santé. Mais je reconnecte à des trucs. J'ai repris une maison où je suis bien. En fait, je me reconstruis une routine où tout doucement, je reconnecte, tu vois. Il manque plus que l'étape de me mettre en bonne santé physique pour faire la bascule finale. Mais donc, c'est là que je te dis que 6 mois plus tôt, elle m'aurait contacté. J'aurais été, moi, au fond du seau et j'aurais dit, ouais, bon, je suis pas là. Donc, elle arrive au bon moment, en fait. C'est ça qui est marrant. Et toi, tu étais au courant de toute la phase où il Oui, j'avais quand même suivi de loin. Du crash, tu parles le crash. Ça a quand même été visible. Je veux dire, ce n'est pas ce crédit non plus. Non, mais, à un moment donné, il y avait mon visage affiché dans toute la ville. Tu vois, frère. Elle entendait, à un moment donné, elle entendait mon blaze avec des insultes dans tous les couloirs. Mes meilleurs amis sont restés mes meilleurs potes. Oui, c'est mes gars toujours à l'heure actuelle. Ouais, non, mais genre, elle est encore proche de Isha aussi, de Vince. Du coup, t'as vu le crash, entre guillemets, l'exil, entre guillemets, le retour. Après, je suis peut-être la première à avoir vu cette renaissance. Mais parce que je ne connais pas avec eux à ce moment-là. Oui, c'est ça. Moi, je reconnecte vraiment avec... En fait, il y a des gens qui sont restés toutes ces périodes-là. Ok, ouais. C'est toujours les mêmes. Ouais. C'est ceux que tu connais depuis 20 ans. Ouais. Eux, ils sont restés là. Tu vois, et c'est eux, en fait. En fait, je me dis, je prends cette baraque, je me remets bien. Et je me dis, putain, ça y est, cette année, je suis prêt. Je vais sortir de ma grotte, là, et je vais resocialiser. Ça y est, je suis prêt. Ok. Et c'est mon anniversaire. Je me dis, tu sais quoi, je fais une fête à la maison. Chose que j'ai jamais faite de ma vie, jamais j'aurais fait ça, tu vois. Et je me dis, je fais une fête à la maison. Je crois que j'ai vu ça. Louis était là-bas, je pense. Oui, Louis était là. tout à fait. Je me souviens parce que et lui, il fait partie des rares gens de cette époque avec qui je suis resté en contact et proche. Parce que je lui avais dit, ouais, mais il est de retour. Voilà. ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, je reconnecte avec tous mes gens de cette époque. Donc, tu as des frères comme Trésor qui m'a beaucoup aidé, Trésor de DCS, Trésor. Il y a Oz aussi. Oz de Just Woke Up, de Street Fab, qui est mon frère aussi, qui m'a beaucoup aidé. Avec qui m'a beaucoup aidé, non. On s'est pas beaucoup vu, mais il m'a beaucoup. En fait, à ce moment-là, il est là. En fait, il y a des moments ponctuels, il te montre, on est là, frérot. Okay, on est avec toi, frérot. Et Trésor, très important, c'est lui qui me donne la discipline de la salle de sport, etc. Parce que lui, en fait, écoute ma musique. Et je lui dis, ça commence comme ça. Je dis, ouais, mais comment tu veux que je défende cette musique ? Je suis là, gros. Pablo Escobar. Tu vois ? Comment je vais défendre ce projet avec cette dégaine ? Il me dit, gros, 6 mois, t'es. Je dis, 6 mois ? Il me dit, gros. Et Trésor, hein, il me dit, 6 mois. Je dis, vas-y, let's go. Et en fait, c'est lui. Au début, il me lance à ça. Et après, c'est lui. Il me donne les premières bases. Et puis, il voit que je suis beaucoup trop déterminé. Donc, au bout de 2 semaines, je quitte plus la salle, moi, tu vois. Il est même en mode, qu'est-ce que tu fous, gros, calme-toi, tu vois. Et donc je reconnecte avec tous ces gens-là. Et donc, Candice, forcément. Mais il y a tout le pan art musique, pas du tout, parce que je suis pas encore prêt. Ouais, ok, ouais. Tu vois, il y a juste Louis avec qui je suis toujours resté en contact, donc quelques personnages comme ça. Et voilà. Et donc, toi, tu vois qu'il y a cette bascule, parce que tu fais partie des gens à qui j'ouvre la porte. Mais à ce moment-là, je suis encore en mode. Je suis pas encore prêt, quoi. Ouais. Je suis encore. Là, tu peux me lâcher n'importe où, je suis en détente, mais. Et franchement, encore, moi, ça m'a fait bizarre parce que sa manière même de discuter, de se questionner, de se remettre aussi en question. Enfin, je vois que j'ai plus le même homme devant moi, quoi. Ouais. Donc non,
ça m'a beaucoup inspirée aussi. Moi, de mon côté, je suis aussi dans cette phase où je mets plein de choses en place pour justement aller mieux, me reconnecter à moi-même, tu vois. Et ouais, je pense que Mickaël m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et du coup, on retraîne beaucoup ensemble. Et puis après, vient cette petite graine d'idée. Ah, Mais pourquoi pas retravailler? Pourquoi pas? Ouais, elle, tout le long, elle me dit l'artistique me manque. Art musique, c'était ma meilleure période. L'artistique me manque. Moi, elle me dit art musique, c'était ma meilleure période. Je suis en mode, art musique. Je suis en mode, Et à ce moment-là, je suis pas la belle, tu vois. Et clairement, moi, ta présence me fait aussi me dire, t'as remonté un truc peut-être, tu vois. En fait, le fait de savoir que t'es là me permet de faire la bascule. Sinon, je suis pas sûr que je la fais, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, donc Toa, c'est Tosh et Wachel. Ouais. C'est nous deux. Voilà. Donc, vous avez ce projet de label de développement. Ça fait. Tout à l'heure, tu as mentionné l'idée l'ambition de développer sur la Belgique aussi, c'est ça? En fait, l'idée de Toa, si tu veux, ouais. C'est le même principe. C'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire profiter, si tu veux, de la puissance je ne sais pas quel terme utiliser, la puissance exécutive et de vision, on va dire, de notre partenaire français, pour faire du développement en partant de la Belgique. Ok. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Ok. Nous, l'idée, c'est d'être belgo-belge. Alors, je ne vais pas te mentir, pour l'instant, on est en discussion avec un artiste de Kinshasa. Ok. Pourquoi non, donc pourquoi pas? Mais oui. on va pas aller proposer des deals à des artistes français. Ça n'a pas de sens. Ouais, il y a Wood qui sont là-bas, il y a Combo qui sont là-bas, ça n'a pas de sens. Nous, l'idée, c'est vraiment, à moins vraiment qu'on ait une affinité, tu vois, que ce soit mon neveu qui vive à Paris et qui est doué, on va pas aller là commencer à faire, si tu veux, de la prospection, parce qu'on est vraiment, tu vois, en gros, on prospecte, quoi. On source, on cherche des artistes à développer, et on attend de trouver le bon projet. On a déjà quelques pistes, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en Belgique, de partir de la Belgique sur le développement artistique, et après, évidemment, développer en Belgique, mais évidemment en France et en francophonie, à l'international, avec notre partenaire qui est Toa. Tu me diras si c'est ça. Hein. C'est parfait. Ouais. Ok. Tu vois. Et parce que vous avez 2 structures, du coup. Voilà, et il y a une autre qui s'appelle Watch Us. Ok. Exactement. Wachel Tosh, toujours, dans le sens. Et c'est quoi le concept de cette boîte? Là, ça fonctionnera plus au coup de cœur, je pense. On a vraiment envie d'aider des artistes ou au sens large du terme. Hein. C'est pas spécialement des musiciens. Ça peut être des photographes, des DJ, enfin j'invente. Des performeurs, exactement. Des sportifs aussi. À développer leurs projets sur différents aspects en fonction vraiment de leurs besoins. Donc là, c'est vraiment plus, j'arrive pas à faire telle chose. Est-ce que vous avez les compétences pour m'aider à aller plus loin sur ce sujet-là précis? Donc là, c'est plus à la carte, on va dire. Ok, ça va. Et du coup, parce que tu parlais tout à l'heure de sport, vous allez parler de quel type de MMA? Ne me lance pas là-dessus, on va partir sur 3h30 de podcast, tu vas me faire vibrer. Ben écoute frérot, il se passe un gros truc sur le MMA, comme tu sais, vois, ça a été légalisé en 2020 en France, donc juste avant le Covid en fait. Oui, d'ailleurs, le premier événement Ares, qui est une des premières ligues qui se développe en France au moment de la légalisation, devait se passer à Bruxelles. Ouais. Et puis c'est annulé à cause du Covid. Et puis finalement, entre-temps, la loi passe en France et donc ils n'ont plus de raison de revenir en Belgique et ils développent Ares en France. Mais donc, en vrai, il y a 3 vraies grosses années de développement du MMA en France. Regarde ce qui se passe. Ça remplit des Bercy, des Zénith, des Défense Arena en pagaille, tu vois. Il se passe un vrai truc, il y a une vraie économie qui se développe. Et en fait, moi, je t'avoue, il y a le Doumbé Zebo me retourne. Moi, à ce moment-là, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe en France, je connais l'UFC, tu vois. Et je vois ce chaos de 7 secondes, et ça me donne une émotion, mais comme la musique, quoi. Genre en mode, waouh, mais qu'est-ce que... Et tu vois la tronche de Mbappé, ce qui se passe dans la salle, l'énergie du truc, le personnage de Doumbé, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et donc là, je commence à... Comme je fais souvent quand je m'intéresse à un truc, je deviens obsessionnel. Donc je commence à l'étudier, si tu veux, et je me dis, mais c'est le turfu, ce truc-là. Et surtout, je me dis, mais Belgique, du coup. Et Belgique, je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est légal, pas légal? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des événements, mais dans quel cadre? Je comprends pas. Et donc, toujours dans ce même principe, je commence à m'asseoir avec des acteurs locaux, tu vois, pour essayer de comprendre. Et je vais voir des événements, etc., conditions avec moi. Des événements où elle est quand même en mode il y a plus grand iPod. Toi, ça te parle pas. Hein. C'est moi son truc. C'est moi mon truc, ouais. Okay. Je vais être honnête. Elle a pas la vibration. Après, je fais de la boxe taille, donc c'est pas que je suis anti-sport de combat, mais
de le voir en live, quand même, faut c'est le voir. autre chose, quoi, je Ouais. trouve. Faut le voir. Un C'est, combat des MMA, c'est une énergie, gros. Hein. Et je crois aussi, ce qui a été un peu un trigger, c'est qu'on a accompagné quelqu'un avec qui on avait quand même noué un peu des liens. C'est ça qui t'a traumatisé, en Je vrai. pense que ça m'a Et vraiment c'était changé, traumatisant. tu vois. C'était traumatisant. Ok. Et on a été le voir à Paris pour un énorme combat. C'était du KSW. C'est Alain Top Boy. Et donc, c'est même pas vraiment un proche à moi, mais voilà, C'est on un a poteau. fait. C'est un C'est un poteau, frérot, ouais, c'est un frérot. on le voit à la salle, on a fait des trajets en voiture ensemble. Enfin bon, bref, c'est On quelqu'un que je accompagne- connais, Et on quoi. accompagne avec une équipe pour faire un sujet sur le truc. Ok. Tu vois. Sauf que là, ça dure, je sais pas, 30 secondes et. Non, une minute 30. Bon, Une il se prend un minute KO. 30, mais il se prend Son un premier KO de sa KO. carrière, tu vois. Ah ouais, ouais. Mais un KO, il reste par terre, quoi, du coup. Ah. Moi, là, j'ai cru que le gars était mort. Enfin, Ouais, ça l'a un peu bloqué. franchement, ça m'a. Ok. Avant ça, elle était avec moi dans tous les trucs. Depuis, je suis tout seul. Tu vois. Ah, je suis désolée. Ouais, ouais. Et comment est-ce que, juste parce que là j'ai une question qui me vient en tête, parce que à chaque fois que tu parles, tu dis, tu as toujours évolué dans un milieu extrêmement masculin. C'est vrai. Comment est-ce que toi tu fais pour. Enfin, ouais, je sais pas comment tu le vis. Parce qu'au final, t'as pas beaucoup ouais, il n'y a pas beaucoup de femmes dans tous les milieux. dans Non, c'est lesquels vrai. Et en plus, là, je travaille comme freelance sur d'autres projets quand même intéressants où je me retrouve de nouveau, je suis la seule femme, quoi. Elle fait la modeste. Ah, ok. Elle organise la date de Snake en partie. C'est une des organisatrices de la date de Snake au Ah, Stade de excuse-nous. France. Excuse-nous. Elle est en mode, je suis avec elle au bureau, elle est en mode alors. Donc finalement c'est 200 000 euros. Je la regarde, je vais, waouh, je suis en train de monter des meubles, elle est sur des budgets, je suis en mode ah ouais, c'est ça de balle. Non, elle est sur des gros Ah, trucs. je suis freelance pour une boîte qui s'appelle c'est Ice Cream, qui est Ok. incroyable. Ouais. Et grâce à eux, du coup, ils m'ont mis sur la date de DJ Snake. Donc ouais, Ok. mais par contre, là, pareil, il n'y a pas de femme, quoi. Ok. La seule autre femme sur le projet, c'est Julie, la manager de Snake. Ok. Donc c'est vrai que j'arrive toujours dans ma vie à me retrouver dans des univers presque exclusivement Il n'y a masculins. pas d'hasard parce qu'en fait, moi si je peux rebondir sur toi, en fait Candice, elle a une force, et c'est vraiment une force. C'est que, je sais pas ce qui fait ça chez toi, mais quand elle est avec des bonhommes, elle est pas en mode je suis une meuf avec des bonhommes. Mais alors il y a des meufs qui font ça, et qui vont être trop masculines ou qui vont prendre, et tu vois, qui vont être un peu, qui vont devoir se déphaser un petit peu d'elles-mêmes pour pouvoir jouer ce personnage-là. Elle, en étant naturellement elle-même, elle peut être à l'aise dans ces environnements. Ouais. Et du coup, c'est une chance parce que c'est très dur, on le sait, d'être une femme dans la musique, Ouais. déjà artiste, mais alors dans les métiers exécutifs, n'en parlons pas. Ça se voit de plus en plus avec des Pauline Duhart, j'ai oublié la dame qui s'occupe de Sodi maintenant. Bon, t'as de plus en plus de femmes exécutives et c'est génial, mais il faut quand même il faut être à la hauteur du costume, quoi. Il faut avoir les épaules pour porter le costume. Et je pense que c'est ta singularité que tu fais que tu es aussi doué dans ce que tu fais, c'est que tu arrives à te mettre dans des métiers d'hommes sans te sentir en concurrence, sans te poser la question des sexes. Ouais. Et tu performes, en fait. Et c'est ça qui te permet d'être une femme, en fait, rare dans ce paysage-là, je pense. Tu as un profil particulier. Après, Tu fais ta singularité. C'est pas forcément un métier d'homme, c'est juste que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font. Ouais. Moi, je Mais pense je sais que c'est un pas métier. pourquoi. Moi, je pense Ouais. que c'est quand même des métiers très masculins. Pourquoi? Parce En que tout cas, factuellement, j'ai quasi que des collègues hommes, quoi. Ouais. Ou des collaborateurs hommes, Tu vraiment. sais, la vibration féminine, c'est quand même une vibration. La vibration masculine, ce truc tout droit là, tout droit. Tu sais, déjà, on n'est pas des êtres cycliques, nous. C'est un truc qu'on oublie trop. Et d'ailleurs, je trouve que la société me heurte par rapport à ça, occidentale, parce que tu vois, le cycle d'une femme, c'est un truc complexe, tu vois, en termes d'énergie, en termes de. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, et en fait, nous, on n'a pas ce problème-là. Ouais. On peut aller tout droit 365 jours par an tant qu'on on prend soin de nous, tu vois. Ouais. Une femme, il va naturellement y avoir des trucs de cycle d'humeur, etc., qui font que la pression que te demandent parfois certains postes dans l'exécutif, la société ne veut pas permettre, c'est la société qui ne permet pas, qui ne permet pas ces mouvements cycliques. Donc il faut être doublement déterminé pour être capable de faire ton trou en tant que femme dans ces métiers-là. Par contre, je suis déterminée, ça c'est sûr. Ah oui, c'est ça. Laisse tomber. Ça c'est sûr. Je suis scorpion aussi, hein, d'ailleurs. Ah, voilà. Voilà. Ah ouais, les scorpions s'entendent bien entre eux en général. Je vois ça. Non mais c'est vrai. Dino et Scorpion, tu vois, je me suis toujours bien entendu avec Dino. Les deux parents de la femme que j'aime sont Scorpions. Je m'entends parfois mieux avec ses parents qu'avec elle. Ok. Non, mais je te jure, c'est vrai. Les Scorpions se comprennent assez bien. Assez bien. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez finalisé votre deal pour commencer à. Donc là, vous prospectez. Towa existe. Tu parles de toi?
Ouais, toi. Non, mais c'est même pas finaliser notre deal. Ça veut dire on a créé la société. Ouais, la La société société avec eux. existe, Ok, ok. exactement. Ouais, c'est même pas. Il y a pas de deal. Y a pas de Ok. deal. On est associés. Ah oui, partenaire associé, Et ouais. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ce qui me met dans un truc vraiment qui me soulage, qui me détend, Ouais. c'est que le mec avec qui je m'adresse, c'est sa société comme la mienne. Si ça fonctionne pas, on perd notre culotte à 2, Ouais. à 3. Ouais. Quand je dis à 2, des 2 entités, C'est ça. nous deux et eux. Et surtout, c'est un indépendant. Donc, toutes nos réalités, il les comprend. C'est pas un salarié, ce bouc-là. Ok. Il nous répète tout le temps, faut qu'on vende des disques. Il nous répète tout le temps. Il me dit, Ok. Mike, c'est bien, hein, tes podcasts, YouTube, tout ça, c'est chouette. On va vendre des disques, hein, pour rappel. Tu vois. Et même lui, chaque fois qu'il nous Ouais, montre il ses est- infrastructures, on est par terre parce que franchement, il développe des trucs. C'est C'est exceptionnel. magnifique. Ouais. Exceptionnel. Ah, j'ai vu les images. Là, il y a les combos studio, donc qui sont Franchement, incroyables. Il y a les Combo Combo Factory, Café. incroyable. Combo Café, incroyable. Il en développe plusieurs. On aimerait en faire avec Si lui à vous allez à Bruxelles. Paris, Faut aller, Combo Café. Magnifique. Faut pas hésiter à aller louer des studios chez Combo Studio, c'est splendide. Je pense que le meilleur move qu'on ait fait, c'est de pas s'associer avec des majors, pas parce tu vois, elles ont plein de qualités. Et il y aura 2 fils, un gouffre qu'on pourra pas dépasser. Avec Ouais, Guillaume, ça. on est Dans dans la la même même réalité. barque. Ok, On ouais. est ensemble. Et surtout, c'est un mec, comme je te disais, pragmatique, noir, blanc, let's go. Pour J'adore. elle, c'est le bonheur, tu vois. Dès que moi, je suis dans des réunions où ça part, elle peut se jeter par la fenêtre. Ah ouais, tu vois. moi, Moi, j'ai un côté très... Ouais, voilà. Ok. Donc c'est un bonheur, tu vois. Et du coup, bah, tu sais, il a une équipe, je sais pas combien de dizaines de personnes. Donc c'est eux qui. En fait, c'est presque trop confortable. C'est-à-dire que nous, on amène la vision, on amène les artistes, on pilote le truc. Et tout ce qui est administratif, comptabilité, juridique, c'est ces équipes qui pilotent pour nous, qui gèrent pour nous. Donc tout le côté relou, c'est eux. Ils nous donnent les moyens alors, des moyens raisonnables et raisonnés Oui. de tout ce qu'on veut faire. En fait, c'est le rêve, quoi. On a tous les avantages d'avoir un label sans les contraintes. Et puis surtout, toute la partie aussi conseil, Ouais. expérience, vision. Trop fort. Enfin, c'est franchement une bénédiction de pouvoir être associé avec lui, quoi. Ouais, on a Et- beaucoup de chance. Et Watch Us, c'est aussi avec lui? Non. Non. Ah, ça, c'est votre projet, votre bébé Ouais, à vous. ouais, et là, c'est vraiment du développement sur la Belgique. Comme elle dit, tu vois, là, par exemple, on a accompagné quelqu'un qu'on aime beaucoup qui s'appelle Renato, qui est un garçon qui avait fait The Voice à l'époque. Et là, il revient avec un projet, un premier EP. Il s'était fait de challenge magnifique. Nous, ça nous a touché tout de suite. Bah, le Boug, il s'est dit, je suis liégeois, je dois faire le réflector. Il a bloqué son réflector lui-même avec son oseille. Il a payé quelqu'un pour faire son dossier de subside. Il a été chercher ses subs. Il produit son truc lui-même. Il porte ses coronesses. Et en fait, nous, j'ai même pas besoin d'écouter le projet pour avoir envie de l'aider. Quand le mec vient nous voir et dire, Ouais, c'est putain, par encourageant. contre, il y a une expertise dont je vais avoir besoin pour la prod du truc. Je sais pas comment on organise un concert véritablement, Ouais. machin. En tout cas, de cette façon-là, m'aider à monter le label, m'aider à sortir les trucs. Et en fait, on le fait parce que le mec nous fait vibrer, parce qu'il est courageux. Il est courageux, Du quoi. courage, ok. Il nous inspire, en fait. C'est un Ok. bosseur, Ouais. enfin vraiment, il est très inspirant. Donc on fait à pas sa pour manière aussi, l'oseille. quoi. Ah. Non, On le fait pas parce qu'on est comme des oufs sur l'artistique. Même si, ceci dit, moi, je suis pas la cible, mais c'est très familial ce qu'il fait. Ma fille est fan, tu vois. nos enfants adorent. Voilà, le concert était génial, tu vois, et on voit vraiment qu'on peut, parce on va l'aider aussi sur son booking, etc., le mettre en festival et tout. Mais voilà, et en fait, c'est un autre job complémentaire avec ce qu'on fait. Ça nous permet de sortir de notre zone où on est sur l'artiste à faire du développement pur, etc., avec cette casquette de producteur, et pouvoir faire quelque chose qui soit utile et qui nous fasse vibrer, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, c'est important de. Et puis on reste aussi en contact avec l'écosystème belge aussi grâce à ça. Ça nous permet de reprendre contact avec certaines personnes. Non, c'est Croiser du monde. ça. Ça, c'est le genre de structures qui, je trouve, sont. Allez, parce que très peu de gens veulent s'atteler au développement et à aider, au final, les artistes en développement, leur apprendre certaines choses. Surtout, comme tu disais souvent, que Ozan est ton mentor. Ouais. Je trouve aussi que c'est important qu'il y ait aussi cette volonté un peu d'accompagner, un peu de mentorat, C'est et expliquer. C'est essentiel. Tu sais, donc on a commencé un podcast aussi qui s'appelle Motep, qui va arriver bientôt. Et dans ce podcast, on a reçu 3 entités qui sont exceptionnelles. Donc, déjà à l'échelle locale, donc Ozan et les Bionics, et puis Régis Secarelli, qui est un très grand réalisateur français, qui a bossé vraiment avec des. En fait, c'est lui qui a fait les grands artistes de variété en partie, tu vois. Et en fait, les 3 ont le même dénominateur commun, c'est-à-dire qu'ils ont des mentors hors normes. Tu vois, Oz, il avait des mentors hors normes. Bionics, ils avaient des mentors hors normes. Et Régis, c'est son père, qui est un des plus grands batteurs de France, donc qui est un mentor hors normes. Et je pense que pour avoir des carrières hors normes, il faut des modèles hors normes. C'est essentiel. Si tu n'as pas de vrai modèle et des gens qui te transmettent quelque chose, tu peux pas créer grand-chose. Et en fait, tant qu'il n'y a pas cette dynamique-là, cette dimension-là en Belgique, on va toujours arriver à une impasse. Tu vois, il faut des passations de pouvoir. Il faut avoir l'humilité de se dire, non, mais moi, je peux juste transmettre quelque chose sans attendre quelque chose en retour, forcément, parce que ça va me servir indirectement, rien qu'au nom du karma. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Rien clairement. qu'au nom de l'énergie de l'art Ouais. qui nous a tous tellement fait du bien. Et donc, c'est essentiel. Et donc, à côté de ça, on doit bien manger, avoir une casquette Bien sûr. pragmatique. Donc, on a Toa, on a envie de produire, on a envie d'être entrepreneur. Mais ça n'empêche pas, à côté d'avoir ce projet-là, qui soit vraiment un truc de vibration, en fait. Ok. De partager ce qu'on peut partager. Et je pense que de toute façon, même nous, si on veut rester pertinent et rester dans le coup, bah, en fait, on doit trouver des nouveaux mentors qui sont les jeunes d'aujourd'hui, qui ont des visions que nous, on n'aura pas. Parce qu'on n'est plus dans plus dans les baskets On est d'un plus jeune en aujourd'hui. Tu vois? Donc, en fait, eux vont être nos mentors aussi, indirectement. Ok. Ouais. Tu vois? Mais en tout cas, parce que je pense qu'on a quand même bien parlé. En tout cas, mais, merci beaucoup. Merci. Merci à Candice, merci Mike, merci d'avoir partagé vos expériences. Et je ne vous souhaite que du bonheur pour la suite. Hein. Et surtout que ce sont des projets sincèrement, c'est un projet qui me touche particulièrement. Le Watch Us, le fait de justement pouvoir aider à développer parfois juste des talents ou des gens courageux, parce que c'est pas forcément le talent, moi, C'est Ouais, exactement c'est le ça. travail, c'est la notion de travail et le C'est ça. Des gens courage. courageux, ouais. Les encourager. Ou des gros appels d'air. Tu vois, parce que c'est ça qu'elle disait très bien, Ouais. ce sera pas forcément que des artistes. Ok, C'est oui, ça que oui, je oui, dis. voilà, ouais. Tu vois, que j'ai envie de... Là, Un moi, performeur. je vais me positionner sur le MMA. Il y a des trucs à développer ici. On s'est associé, et je me suis associé avec des gens ici, on s'est associé avec des gens ici pour développer des choses là-dessus. Ou même si demain, c'est un danseur Ouais. qui a un projet de comédie musicale et qu'on voit qu'il y a un truc pertinent, on y va sans hésiter Ouais. pour l'accompagner et l'aider à le vraiment monter. divertissement au sens large. Ouais, quoi. tu vois, en fait, vraiment de répondre à des trucs qui nous font vibrer et où il y a un manque à gagner, où on a le sentiment de pouvoir apporter quelque chose. Ok. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci. Et Merci à toi. hâte que Imhotep sorte. Bah, ça arrive. Ce sera peut-être sorti quand cet épisode sort. Le Bah premier voilà. épisode, ouais, Et du coup, que la première signature de Toa. c'est en Hâte. cours. On touche du bois. C'est tout. Ouais. Et bah voilà, à bientôt. Merci. Hein. Merci mon ref. Salut. Merci pour le temps. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Big Manager. N'oubliez pas de vous abonner parce que 80% des vues sont des personnes qui ne se sont pas abonnées à la chaîne. Donc, s'il vous plaît, ça ne coûte rien. Bigmanager.podcast. Merci encore à Slice pour ce magnifique studio. Merci à tous et à la prochaine.